Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission de débat Le Carré, consacrée ce dimanche à l'implication et la représentativité de la jeune féminine au niveau de l'enseignement supérieur en République de Guinée. Dans l'actualité, vous le savez, depuis l'avènement du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021 et la nomination d'une nouvelle ministre de l'enseignement supérieur, tout semble aller pour le mieux dans le pays. Une nouvelle équipe dynamique qui travaille pour mieux qualifier la formation universitaire à travers la mise en place des mécanismes favorisant l'insertion des étudiants dans le monde de l'emploi. Et nous allons voir justement comment cela se passe pratiquement. À l'occasion du mois de la femme, l'émission Le Carré, votre émission grand public de l'actualité, se met au féminin. Cette émission de débat se met au féminin, comme je le disais, pour recevoir la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Diaka Sidibé. Avec elle, vous allez le voir, nous parlerons de la célébration du mois de la femme en lien avec l'enseignement supérieur, mais surtout de l'engagement de son département en faveur de l'égalité homme-femme. Mais bien sûr, cette question épineuse, celle de savoir comment les femmes peuvent-elles mieux ou en tout cas plus s'imposer dans l'enseignement supérieur en République de Guinée. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Dr Diaka Sidibé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Merci. Bien, et vous? Très bien, merci. Bonjour. Madame la ministre, nous avons dans cette salle des étudiantes et étudiants venus de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, de l'UNC, de UNIC, de Kofi Annan, qui ont souhaité vous entretenir. Vous savez, dans cette émission, c'est une tradition. Nous donnons la parole à ceux qui n'ont pas accès à vous, à ceux qui n'ont pas accès aux personnalités du pouvoir public, de pouvoir leur poser leur réalité et leurs questions. Avant cela, madame, nous avons aussi fait inviter deux spécialistes en matière d'éducation qui vous entretiendront sur des sujets notamment liés à l'inclusion féminine pour l'outil digital. Mais avant, et c'est une tradition également dans cette émission, nous avons préparé une brève présentation et j'espère que nous aurions vraiment été fidèles à votre parcours qui retrace donc de la période de l'université jusqu'à nos jours. D'accord. J'espère que nous aurions vraiment été fidèles. Mesdames et messieurs, nous allons partir donc avec ce commentaire, cette présentation de notre invité. Et nous, on se retrouve juste après pour les débats. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Diaka Sidibé est l'une des figures féminines du gouvernement de transition de Mohamed Biavogui puis de Bernard Goumou. Détentrice d'un doctorat de 3e cycle en géologie de l'université Abdelmalek et Sadi du Maroc en 2014, Diaka Sidibé est une enseignante chercheuse dont le parcours a connu une ascension en 2011 après des missions variées d'expertise géologique, d'études d'impact environnemental et de modélisation 3D. De retour en Guinée en 2014, elle met son expertise au service de sa nation à travers la formation des plus jeunes au sein du département Génie civil et Géologie, aussi en sa qualité de directrice du laboratoire universitaire en matériaux et mécanique des sols à l'université Roi Mohamed VI de Guinée, avant d'être nommée directrice générale de l'Institut supérieur des mines et géologie de Boké. Passionnée de l'entrepreneuriat, notamment dans le secteur de l'agriculture, elle cofonde en 2016 l'incubateur agricole Afro-Guinée Lab. Très investie dans des associations, elle œuvre notamment en faveur de la recherche, l'éducation et de la défense des droits des femmes. Nommée à la tête du département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, le 26 octobre 2021, elle s'emploie avec une équipe dynamique à mieux planifier la formation universitaire à travers la mise en place des mécanismes favorisant l'insertion des étudiants dans le monde de l'emploi. Des prouesses qui lui ont valu à ce jour
plusieurs prix tant sur le plan national qu'international, à savoir le prix Féminia des 100 femmes africaines les plus dynamiques en 2022 et 2023, lauréate de la prestigieuse cérémonie de distinction du prix africain de développement 2022 à Kigali. Cuisinière à ses heures perdues, comme on le constate sur les réseaux sociaux, notre ministre, Madame Konaté, est aussi cette maternelle qui se concentre à la moindre occasion sur sa vie de famille avec 2 millions de filles et un prince charmant. Et voilà. Mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau du carré consacré aux égalités hommes-femmes, les engagements de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation. Première réaction, je vous vois déjà avec le sourire. Pourquoi? Je suis émue. Oui. Et en même temps, c'est exceptionnel de pouvoir en si peu de temps résumer en fait un parcours, une vie de famille, une vie professionnelle. Donc de l'émotion Hassan Hilal sur mon visage et le sourire qui va avec, mais derrière un honneur et un privilège d'être célébré et d'être montré à ces jeunes dames et à cette population guinéenne à dominance féminine. Donc beaucoup d'émotions. J'imagine. Alors, je vous fais cette confidence. Ça n'a pas du tout été facile de pouvoir faire une présentation de vous, de votre parcours, en si peu de temps. On avait des contraintes de timing. Il fallait absolument rester sur 2 minutes, faire votre présentation sur 2 minutes. Et je vous avoue que ça nous a donné du fil à retordre jusqu'à 2 heures du matin. Ça, c'est une confidence. Merci. Par contre, revenons à présent à notre sujet. Première question, j'ai envie de vous demander, avez-vous besoin vraiment d'être ce modèle-là pour les femmes? Alors, avant de répondre à cette question, messieurs, je voudrais très sincèrement remercier pour l'occasion que vous m'offrez à travers ce plateau, à travers vos spectateurs et surtout des spectatrices qui nous suivent, des étudiantes des institutions d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, je suis dans un secteur qui est très, très passionnant. Un secteur où l'identité même a été révolue à la gente masculine, si je puisse me permettre. Un secteur où c'est la première fois en Guinée qu'une femme soit à la tête d'un département aussi stratégique pour le développement socio-économique de notre pays. Je dirais oui à votre question. Il y a besoin de repères, il y a besoin de références, il y a besoin de modèles dans notre pays. Et on n'a pas forcément besoin d'aller ailleurs pour s'identifier à une personne, à une femme qui réussit dans notre société. Oui, des études supérieures à l'étranger, qui suis-je? Je le dirais, un parcours assez normal, un parcours où il n'y a rien d'extraordinaire, vous l'avez vu, un lycée à Conakry, ici en Guinée, un baccalauréat guinéen et ensuite des études supérieures au monde, je dirais, d'abord le Maroc, un peu en Roumanie, ensuite en France, et après se mettre au service de la Guinée. Mais un parcours, comme je le dis, normal, comme ces jeunes filles aujourd'hui dans nos institutions d'enseignement supérieur ou encore technique, comme ces jeunes filles orientées depuis le bac ou encore en milieu scolaire au niveau préuniversitaire qui choisissent d'aller en sciences maths ou encore en sciences expérimentales. Rien d'extraordinaire parce qu'il y a une volonté et un soutien de ma famille qui fait qu'aujourd'hui, des jeunes dames peuvent s'inspirer en moi. Donc, que cette famille d'ailleurs, pour qui je témoigne une affection qui ne dit pas son nom et que je ne cesserai jamais de remercier, parce qu'en tant que jeune fille, avoir un petit rêve, transformer le rêve en se donnant des moyens, oui, à votre question, les filles ont besoin de modèles. J'en ai eu avant d'arriver à ce poste, à ce stade, et je pense qu'elles en ont besoin également de faire de Dr Diaka Sidibé aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, un modèle. Très bien. Il y a un élément qui est essentiel aussi et qui me taraudait l'esprit depuis le moment où nous avons décidé de vous inviter dans cette émission. Est-ce que c'est facile d'être une femme, de faire ce parcours, d'être ministre au beau milieu, on va dire, de tous ces hommes? Est-ce que c'est facile d'être une femme en République de Guinée? Alors, avant de répondre à cette question, c'est vrai que beaucoup aujourd'hui en Guinée ont connu Dr Diaka en tant que ministre. Mais avant d'arriver là, c'était une étudiante assez studieuse au Maroc, qui a fait une licence en sciences de la Terre et de l'univers,
un master en géologie de l'ingénieur et un doctorat en géosciences appliquées à la technologie, c'est-à-dire à la cartographie numérique et à la modélisation. C'est carrément même un métier d'homme, là. Exactement. Voilà. Qu'on dit souvent, ce sont des stéréotypes, ce n'est pas un métier d'homme, je m'inscris en faux, parce qu'il n'y a pas de filière prédestinée à une jeune fille ou à un jeune homme. Le parcours, ça se fait avec de la volonté. Est-ce qu'il est facile d'aller dans des filières techniques? Je suis géologue de formation, ça n'a pas été très facile, mais il faut du courage, il faut de la détermination. Ouais. Je suis dans un pays étranger où où je suis d'abord la première étrangère subsaharienne à être dans mon département de géologie. Vous imaginez déjà, vous êtes stéréotypé tout de suite. Ensuite, vous êtes dans une formation où vous avez plus de jeunes hommes que de femmes. Ensuite, quand vous partez, vous êtes souvent sur le terrain, vous devez aller faire votre prospection géologique, vous allez à l'école de terrain. Vous êtes là, d'abord dans un pays étranger, pour ma part, et ensuite dans un groupe masculin. Et vous êtes là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que les gens ont douté? Les gens peuvent douter et les gens continueront de douter, mais je n'ai jamais douté de mon potentiel en tant que femme. Que la femme soit capable de faire déjà ce métier-là. J'en viens. Oui. J'en viens parce que j'ai toujours choisi de la licence au doctorat des thématiques assez complexes. En fait, je me définis comme aussi une enseignante-chercheur altruiste parce que j'aime résoudre des problèmes de société, de mon pays, afin de contribuer à ma manière en tant qu'enseignante, en tant que scientifique, de dire que j'ai pu résoudre un problème de développement socio-économique de notre pays. Donc, ce n'est jamais facile. Il y aura toujours des appréhensions, il y aura toujours des jugements. Mais le plus important dans ce parcours, c'est la confiance que vous avez en votre potentiel. C'est la confiance dont vous dégagez, c'est l'assurance que vous dégagez face à des situations, face à un emploi, à prédominance masculine, que vous vous dites non, j'ai le potentiel, j'ai la compétence et j'ai l'expertise requise pour faire face à ce monde qui est à prédominance masculine. Alors, je vais vous faire une petite anecdote. Allez-y. Entre 2012-2013, lorsque je faisais mon doctorat, parallèlement à un recrutement qui devait se faire dans une entreprise minière à l'époque en Guinée, j'étais dans le processus de recrutement. À l'époque, j'étais au Maroc, j'ai postulé, j'ai candidaté comme tout le monde. Le poste, c'était en Guinée. J'ai passé tous les entretiens avec le bureau central de cette entreprise à l'étranger. J'ai fait tout le parcours. Et à la dernière minute, j'ai été mis de côté quand c'est arrivé au tour des Guinéens de m'appeler pour me faire venir en Guinée en tant qu'expatriée guinéenne pour être dans cette entreprise minière qui devait ouvrir ses portes. Et je n'ai pas su la raison pour laquelle j'ai été mis de côté à l'époque. J'ai appelé, j'ai envoyé des mails, j'ai été recrutée. Vous m'avez dit que c'est bon, que le bureau en Guinée allait m'appeler pour préparer mon arrivée en Guinée. Vous imaginez, c'est quand je suis ministre de l'Enseignement supérieur, en 2021, que j'apprends la raison fondamentale pour laquelle, à l'époque, j'ai été mise de côté. C'était quoi? Parce que j'étais une femme. Et les femmes, quand elles sont géologues, elles sont ingénieures, après, elles se marient, après, elles font des enfants. C'était ça l'histoire derrière le fait que je ne sois pas venue occuper un poste d'ingénieur géologue spécialiste à l'époque. Mais je comprends, parce qu'on se fait des idées. Aujourd'hui, 2 fois de suite, j'allais dire, j'ai été nommée pendant que j'étais en état de famille. À 7 mois de grossesse, des hommes m'ont fait confiance en faisant de moi directrice générale d'une institution d'enseignement supérieur pour la première fois depuis sa création. Ensuite, ministre de l'enseignement supérieur pour la première fois dans notre pays. Donc, pour cela, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'anecdotes que je peux vous raconter. Ce n'est pas très facile. Mais ce qui est important, c'est ce potentiel que vous dégagez et cette assurance que vous avez de rassurer ceux-là qui doutent que oui, je suis une femme, mais je ne suis pas moins promue pour un poste. Je ne suis pas moins compétente qu'un homme par rapport à un poste, par rapport à un métier ou par rapport à une circonstance, quelle que soit la portée ou la valeur de la chose en face de moi. Aujourd'hui, ça vous fait mal? Non. Avec du recul? Avec beaucoup de recul, je comprends que ces gens, aujourd'hui, ont eu tort de ne pas embaucher cette jeune ingénieure géologue sortant d'une université, sortie majeure de sa promotion et qui avait à donner à la Guinée à l'époque. Mais
Ça n'a pas été tard. Je vous assure que c'est à mes dépens en 2015 que pour la première fois, j'ai compris le sens de ces mots et ceux qui rappellent tout le temps qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ouais. C'est une occasion perdue, mais aujourd'hui, alhamdoulilah. Très bien. Voilà qui nous permet en tout cas de cerner la personnalité que vous êtes, le parcours. Et j'aurai une dernière question qui parlera bien sûr de la féminité de la femme que vous êtes dans un milieu d'hommes. On peut avoir quand même cette impression qu'à force de vouloir prouver qu'on peut, en tant que femme, qu'on peut faire autant que les hommes, est-ce qu'on ne perd pas aussi une partie de notre féminité? Est-ce que la femme, à ce niveau, n'est pas en train de faire comme les hommes alors qu'elle aurait dû faire juste comme la femme? Alors, Hassan, ce qu'il faut retenir et que j'aime souvent raconter, c'est que la femme est un réceptacle d'émotions. Nous arrivons à faire plusieurs choses à la fois. Non, nous ne perdons pas notre féminité. Non, nous ne la perdons pas du tout. Au contraire, moi, je suis une maman poule. Ne me voyez pas sur le terrain H24 heures, mais je pleure de l'absence de mes enfants. Je pleure. Et comment vous compensez? Je ne perds aucun moment. Chaque jour que je passe avec mes enfants, c'est 1 mois, 2 semaines, 1 an de rattraper. Une journée passée avec mes enfants, c'est une bénédiction pour moi. Donc, je profite au maximum. Je suis une personne qui ne me lasse pas. Je suis une femme aimante. Même si je ne suis pas parfaite, j'ai aussi des défauts. Et je vous assure que si vous demandez mon mari, il va vous dire, elle a plein de défauts, mais elle est exceptionnelle, parce qu'il me le dit souvent. Je suis également une femme. Je ne passe pas beaucoup de temps à la maison, ce qui réduit mes heures de préparation, mes heures de cuisine et autres. Mais ce qui est important, et je le dis tout le temps à mon mari, tu sais, je ne suis pas toujours dans la cuisine, mais je sais quand même faire la table, je sais servir. Donc, souvent, c'est aussi un art. Oui, c'est un art. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est que je suis une passionnée de la cuisine. J'aime vraiment cuisiner. Je n'ai pas de temps pour cuisiner, c'est pourquoi parfois, dès que j'ai un petit congé, j'aime me filmer en train de faire de la cuisine. Et ça fait rire tout le monde à la maison parce que tout le monde sait que j'aime ça, mais que je n'ai pas souvent le temps de le faire. Et mon mari est à mon bail, donc j'invente, je revisite surtout les plats. Quand je vois un plan lit, je le fais à ma manière. Quand je vois une vidéo, je mets la vidéo, j'essaye de reproduire cela. Mais j'aime souvent ce côté féminin que nous ont légué nos mères. Oui. Moi, ma mère est une femme soussou et Dieu sait que les femmes soussou savent préparer. Donc, il y a ce petit don en moi que j'aime mettre en avant parfois, même si je ne suis pas la meilleure cuisinière de ma fratrie de sœurs. Elles sont toutes meilleures que moi parce qu'elles pratiquent tout le temps. Mais ma féminité, je ne la perds pas parce qu'au-delà de ma fonction, au-delà de tous les postes que j'ai occupés, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup ont découvert Dr Diaka en tant que ministre de la République, mais elle a été enseignante-chercheur. Elle a été chef de département dans une institution d'enseignement supérieur du pays. Elle a été directrice d'un laboratoire de bâtiments et de travaux pratiques. Elle a été chef de département à l'Autorité nationale d'assurance qualité. Elle a été directrice générale d'un projet de centre d'excellence en Guinée, le premier projet de centre d'excellence financé par la Banque mondiale, avant d'être directrice générale et avant d'être aujourd'hui ministre de la République. Et avec tout ça, avec tous ces postes, j'ai rattrapé aussi les beaux bébés que vous avez cités. Je suis mère, une mère accomplie de 3 merveilleux enfants par la grâce de Dieu. Et je vous assure que tout ce parcours que je vous cite, de chef de département à ministre, à aucun moment, je ne me suis posé la question, est-ce qu'il faut avoir un bébé maintenant ou regarder ma vie professionnelle? Je me suis donné les moyens de tout avoir en même temps. C'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est pourquoi, si je n'ai pas ma mère présente en Guinée, ma sœur, je prends mon enfant et je vais au boulot avec, ou leur père les garde. On s'est entendu sur cela. C'est pourquoi, dans mon témoignage de féminité, je sais qu'il y a une famille derrière moi, une mère, une sœur, des frères et un époux qui me soutiennent dans ma vie professionnelle et dans ma vie familiale. Très bien.
Voilà en tout cas qui plante le décor pour notre invité, une façon de mieux faire connaissance avec la personnalité que vous êtes, la femme que vous êtes et aujourd'hui la façon dont vous avez la possibilité de pouvoir gérer tout ça. Venons-en à présent au vif du sujet. En tant que ministre de l'enseignement supérieur, aujourd'hui, vous êtes dans un département qui fait face à tous les défis. Vous en avez relevé certains, Oui. notamment sur la question de la qualification de l'enseignement supérieur. Vous avez touché ici quelques mots. Et également quelques innovations. Aujourd'hui, vous êtes la personne qui est parvenue à introduire dans le système de paiement des bourses un système tombé du ciel, je ne dirais pas comme ça, enfin, pas exactement, peut-être que vous avez une expérience qui vous a amené à voir ça ici. Est-ce que tout ce système-là prend en compte les réalités du terrain entre le monde rural, le monde urbain, les riches, les pauvres, les étudiants pour la plupart sont pauvres, puisque vous gérez des étudiants qui sont dans le public. Est-ce que tout ça pour vous permet d'avoir ce qu'on peut appeler aujourd'hui une certaine inclusion sociale de la jeune féminine? Alors, la question, elle est complexe à bien d'égards, parce que vous le savez, l'une des problématiques aujourd'hui par rapport à l'inclusion féminine dans le domaine du digital, dans le domaine du numérique ou encore dans le domaine de l'innovation, c'est cette question d'accès, cette question d'orientation, cette question de scolarisation. Ensuite, la question de maintien, parce que tout d'abord, il faut être scolarisé, ensuite suivre un parcours, maintenir, afin d'être aujourd'hui dans le domaine de rendre ce qu'on a appris et d'être dans l'inclusion socio-économique. Et à cela, parce qu'on en vient à présent à cette étape de débat, à ce niveau, je ne vous cache pas qu'il y a des déperditions. Nous avons dans cette salle des enseignants qui savent de quoi je suis en train de parler et aussi des dames que je connais très bien. Il y a des déperditions entre l'école primaire, le collège, le lycée jusqu'à l'université. C'est un point nodal. Vous, en fait, vous héritez d'une situation, j'ai envie de dire, déjà perdue d'avance. Tout à fait. Beaucoup de femmes, beaucoup de filles qui abandonnent déjà à l'école primaire, beaucoup qui abandonnent au collège, beaucoup qui abandonnent au lycée et vous vous retrouvez avec un ratio encore plus faible. Alors, j'en venais, c'est pourquoi je disais qu'avant de parler de l'inclusion au niveau digital, au niveau innovation, c'est l'accès. Vous allez voir que la transition entre le niveau secondaire au niveau universitaire, si on est à 33% entre les jeunes hommes qui quittent le secondaire et qui arrivent à l'université, au niveau de la jeune féminine, nous sommes à 25%. C'est-à-dire, si elle rentre 100% secondaire, on a 100%. Il n'y a que 25% qui transitent du secondaire qui arrivent à l'enseignement supérieur. Ça, ce n'est que l'accès. Maintenant, si vous prenez la question de représentativité aujourd'hui au niveau de l'enseignement supérieur, sur près de 54 000 étudiants que nous avons dans nos institutions d'enseignement supérieur, qu'elles soient publiques ou privées, il n'y a que 32% de jeunes filles. 32%. Ce qui est déjà un problème. C'est un très grand problème. Est-ce qu'on connaît la raison? Est-ce qu'on sait pourquoi? La raison, elle est simple. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la déperdition. C'est d'abord depuis l'orientation. C'est pourquoi je parle que c'est un problème à la base de scolarisation. Beaucoup de filles ne sont pas scolarisées. Et l'un des points nodaux sur lesquels je me suis battue ce mois de mars à faire passer dans mes campagnes numériques de communication, c'est la démystification des filières de formation scientifique pour les filles, femmes en milieu scolaire d'abord. Parce qu'avant qu'on parle de milieu universitaire, de milieu technique, il faut qu'on parle d'abord de milieu scolaire. Ce sont ces filles, ces jeunes filles qui sont scolarisées, qu'on peut sensibiliser afin de choisir les filières scientifiques, techniques, ingénierie et mathématiques. Ensuite, celles qui choisissent les sciences expérimentales, mathématiques, ce sont celles-ci qui poursuivent un parcours d'ingénieur, un parcours de scientifique à l'enseignement supérieur. Je vais vous donner quelques éléments. Au niveau de l'enseignement supérieur par programme de formation, par exemple, par domaine d'études. Si vous prenez les sciences de l'éducation et autres, vous allez voir que le taux de filles qui choisissent ces filières, 5%. Vous venez au niveau de lettres et arts, 15% de jeunes filles sur les 5 qui sont. C'est un peu plus important. On en vient. Vous partez au niveau des sciences sociales, journalisme, information, vous n'avez que 14%. Mais venez au niveau de commerce, administration, droit, vous avez
31% de filles contre 21% d'hommes. Allons un peu plus loin. Sciences naturelles, technologiques, mathématiques, statistiques, vous n'avez que 19% de filles. Vous allez loin. Ingénierie, industrie, transformation et dans le domaine des BTP, construction et autres, 3%. Ensuite, la santé, vous avez 4%. Donc, si vous prenez le ratio de tout ça, je vous assure que les sciences, l'ingénierie et mathématiques, vous avez 31% contre 19%. 31% qui choisissent, d'après ce que j'ai cité, commerce, administration, économie, droit, au lieu de choisir l'ingénierie, les mathématiques, les sciences naturelles, c'est-à-dire, je parle de biologie, chimie, géologie et autres, qui forment les sciences naturelles, l'ingénierie, le génie civil et autres. Il y a très peu de représentativité. Donc, quand vous faites la conclusion que c'est qu'au niveau de la classification par domaine d'études, les filles dans le domaine ne représentent que 31% en commerce, contre 19% au niveau des sciences et techniques. 19%. C'est un gros problème. C'est un énorme problème. Mais imaginez que ce sont ces filles, femmes scientifiques, ingénieurs, qui arrivent enseignantes au niveau universitaire, qui deviennent des scientifiques, qui deviennent des enseignantes chercheuses comme moi, à notre niveau. Regardons sur le parcours 2021-2022. Sur à peu près, je dirais comme ça, 2688 enseignants qui ont effectivement eu des situations, qui ont eu des cours, qui ont été en situation de classe, il n'y a que 8% de femmes enseignantes-chercheurs. 8%. Contre 92% d'hommes d'effectifs à l'enseignement supérieur. Oui, ça fait froid au dos. Ça fait froid au dos. Mais vous allez voir que sur ce petit nombre de 8%, il n'y a que 13% de ces femmes, de ces 8%, qui détiennent un doctorat en Guinée actuellement. C'est-à-dire que l'entonnoir se referme encore un peu plus. Exactement. 13% contre 25% d'hommes qui ont le doctorat. Vous continuez jusqu'au rang de professeur, c'est-à-dire les enseignants de rang magistral. Ce sont des professeurs et ce sont les maîtres de conférences. Parce que l'éducation, l'enseignement supérieur, j'allais dire, c'est comme l'armée, ce sont des grades. Pour être fier à l'enseignement supérieur, d'abord, il faut être docteur. Mais ça ne s'arrête pas là. Bien sûr. Maintenant, pour être respectable, il faut avoir des grades. Et les postes à l'enseignement supérieur, le plus haut gradé est appelé professeur titulaire. Celui qui vient après est appelé maître de conférence. Ensuite, des maîtres assistants et des assistants. J'imagine que si on fouille là-dedans, le tableau va être encore sombre. Il est encore très sombre. Je prends le ratio actuellement sur les 8% de femmes que j'ai annoncées, contre 92%. Vous allez me permettre de faire cette discrimination et de ne parler que des ratios femmes. Il n'y a que 0,3% de professeurs. 0,3% de professeurs de rang magistral. Contre 0,1% de maîtres de conférence. Contre 0,2% de maîtres assistants. Ça, c'est nous. Moi, je fais partie de cette catégorie. Contre 1,5% de non classés et 4,7% d'assistants, c'est-à-dire qui soit ont un master ou un doctorat et qui ont été recrutés, qui ont fait la promotion à l'enseignement supérieur selon les critères que nous avons au ministère de l'enseignement supérieur en tant qu'assistant. Le constat, il est assez pénible. Raison pour laquelle j'en suis sûre qu'on parlera après de quelles sont les mesures pour changer la donne. Et justement, vous faites bien de parler de cela parce que c'est l'occasion pour moi d'inviter autour de cette table nos spécialistes pour pouvoir, encore une fois, fouiller à l'intérieur et voir des questions encore plus pertinentes. Nous avons, pour cette émission, puisque c'est une tradition ici, pour chaque émission, nous faisons venir des spécialistes en fonction du domaine. Tout d'abord, bien sûr, une discrimination positive. Madame Diakabi Maïmouna, elle est gestionnaire de projet. Elle justifie d'une dizaine d'années d'expérience en Guinée et à l'international, détentrice d'un diplôme de Master 2 avec mention très bien, s'il vous plaît. Elle a activement participé à l'élaboration de la politique de digitalisation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, administratrice, conseil d'administration de l'ONG Entreprendre Ensemble, projet Mixitech avec le groupe Orange, Supercodeur, Mentoratech.
je n'en finis pas et je vais continuer encore à faire des éloges, mesdames et messieurs, parce qu'elle est tout simplement une femme exceptionnelle que nous avons voulu inviter. Maïmouna Diakabi. Maïmouna, comment ça va? Très bien, merci. Ces mots, déjà ça te dit Bonjour. quelque chose? Oui. On est dans ton milieu, on va parler des femmes, on va parler du milieu universitaire, la représentativité des dames. On va faire de la discrimination positive, on va continuer dans la discrimination positive, puisque l'autre expert que j'ai invité autour de ce plateau, c'est déjà un habitué, madame, ça je vous rassure, mais j'ai raccourci sa présentation exprès pour pouvoir donner plus de valeur à nos dames, bien sûr. Lui, il s'appelle Mohamed Kamara, il est économiste, consultant au cabinet conseil Mocam Consulting, administrateur scolaire, madame, s'il vous plaît, administrateur scolaire, parce que là, il sait de quoi est-ce qu'on est en train de parler, Ça tombe bien. et membre fondateur de l'association des fondateurs des écoles privées de Guinée. Mohamed Kamara. Mohamed, Bon, oui, j'ai fait une discrimination positive, tu me permettras bien sûr. oui, Pas assez absolument. de loge pour toi, Absolument, pour qu'encore une fois, vraiment, nous mettions en valeur les dames, oui. nos femmes, nos mères, nos sœurs, pour leur donner plus de force, plus de punch, pour que ce ratio que madame vient de nous présenter, qui est un tableau assez pénible, assez sombre, puisse trouver vraiment solution autour de cette table. Et c'est là que vous jouez votre partition. Parce que présenter le tableau, c'est quelque chose. Oui. Là, maintenant, nous avons besoin de savoir qu'est-ce que madame la ministre fait pour que ce tableau puisse être un peu plus réluisant. Et c'est là votre partition. Mesdames et messieurs, je vous laisse la parole. Je m'efface. Tout d'abord, Maïmouna. D'accord. Très bien, Madame la Ministre, j'aimerais déjà vous féliciter pour ce que vous avez eu à faire et pour le modèle que vous représentez pour les femmes en Guinée. Grâce à tous les efforts que vous avez eu à mettre en place et aujourd'hui au rang que vous occupez, et un rang qui est mérité, donc par les formations et les compétences que vous détenez, beaucoup de jeunes femmes s'intéresseront davantage aux filières scientifiques et technologiques, puisqu'on le sait, avoir un modèle, avoir un référent est important donc dans la carrière et surtout aussi dans l'ascension à des postes importants. Et il va sans dire qu'il est important de vous féliciter pour la transformation que vous avez pu mettre en place au niveau de l'Institut supérieur des mines et de la géologie. Donc, c'est un fait qui a été reconnu par la Banque mondiale puisque aujourd'hui, la Guinée est dotée d'un centre d'excellence et je pense que ce n'est pas le cas pour plusieurs pays en Afrique de l'Ouest. Alors, moi, je m'intéresse particulièrement à tout ce qui touche, donc, on va dire, les industries 4.0. Je me dis que le monde est à l'aube d'une 4e révolution industrielle et qu'il serait intéressant et important que la Guinée ne rate pas le coche donc, de cette révolution industrielle. Et je m'intéresse particulièrement aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie et aux mathématiques. Et donc, à la mixité dans ces filières-là, s'assurer que les jeunes filles, depuis donc, le côté scolaire, universitaires s'intéressent et restent dans les filières scientifiques et technologiques et qu'il y ait plus de femmes aussi qui se reconvertissent ou qui acquièrent des postes dans ce domaine-là. Quand on regarde aujourd'hui en Guinée, vous avez fait le constat avec des chiffres qui sont très alarmants. Ma question est de savoir comment vous travaillez en interministérialité avec les différents ministères, donc le MEPUA, également le ministère de l'enseignement technique et votre ministère pour assurer une conduite du changement qui amènera, comme vous l'avez dit déjà, au niveau de l'accès à l'éducation, plus de jeunes filles à aller dans le système scolaire et à s'intéresser davantage aux matières scientifiques. Donc, comment vous assurez cette mixité-là? D'accord, très bien. Merci beaucoup, Maïmouna, Madame la conseillère, parce que vous avez oublié de mentionner également, c'est une conseillère dans un des départements du système éducatif. Ah bah qui fait... Mais même chez Voilà. vous, j'étais obligé de laisser encore Mais c'est certains important aspects. de le dire aujourd'hui parce que ce poste de conseillère digital et emploi, Oui. c'est quand même nouveau. Et ça veut dire que après tout ce que vous avez dit de son parcours, qu'elle a le mérite d'être à ce poste et j'espère que ça sera un push pour notre système éducatif de profiter de son expertise pour changer et pour ramener de la digitalisation à l'enseignement technique et par ricochet dans l'enseignement supérieur qui était déjà
sur cette voie de digitalisation depuis plusieurs années. Donc, pour revenir à la question de Mme Diakabi, ce qui est intéressant, vous l'avez d'ailleurs dit dans votre première communication, c'est l'interministériel. Donc, la question de scolarisation, d'accès, de maintien ne peut pas être révolue qu'à l'enseignement supérieur. C'est très important parce que nous sommes à la fin de la boucle de scolarisation et de processus de scolarisation, d'éducation, d'inclusion féminine en Guinée. Ce qui est intéressant, c'est qu'à mon arrivée au ministère de l'Enseignement supérieur l'année dernière, j'ai eu l'initiative de faire le salon de l'orientation, le SDO. Lorsque nous l'avons débuté, c'était au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. C'était pour aller dans les écoles, au collège, expliquer aux enseignants les offres de formation au niveau supérieur. Parce que déjà, les conseils à l'orientation ne fonctionnent pas. Exactement. Ça, il faut le dire Exactement. Voilà. Donc, la première chose dans mon imagination tout de suite, c'était d'aller informer sur les offres de formation que nous avons. Mais aussi profiter du salon de l'orientation, la première édition du salon d'orientation, et envoyer une équipe de sensibilisation parallèlement pour la junte féminine. Alors, après réflexion, j'ai élargi l'initiative aux 2 autres ministères. Je me suis dit que l'enseignement supérieur seul ne peut pas faire ce salon de l'orientation. Donc, j'ai adressé aussi des courriers à mes collègues pour qu'on puisse faire le SDO ensemble. Que l'enseignement préuniversitaire est une équipe, l'enseignement technique est une équipe et qu'ensemble que nous définissons la stratégie pour aller sur l'orientation. Mais ce travail ne s'arrête pas aussi. Le salon a parcouru l'intérieur surtout. Est-ce que ça a été fait déjà? Ça a été fait. Cette année va être la 2e et c'était une parfaite réussite. Je vous assure. Les institutions à l'intérieur, et on a mis le cap de Zérékoré, nous sommes revenus dans toutes les 7 régions administratives. Permettez-moi de mettre juste une virgule à ce niveau-là. Avoir un événement, c'est quelque chose. Événement, il est annuel. Oui. Alors, le gros goulot d'étranglement, j'ai envie de vous dire, faire entrer un enfant à l'école, c'est quelque chose. Mais le maintenir à l'école, c'est autre chose. J'en viens. Donc, d'où les deux, je coupe la poire en deux, d'où les deux. Il y a l'événement qui existe, c'est annuel. Oui. Il y a par contre les enfants qui continuent à ne toujours pas avoir de conseil à l'orientation. Est-ce que ça n'aurait pas été plus intelligent Nous sommes en train de créer le pont? Nous réfléchissons. Et ce qui est intéressant de le dire, je pense que depuis que ce pays a séparé le système éducatif en 3 sous-secteurs, il n'y a pas eu plus belle synergie que pendant l'avènement du CNRD. Nous travaillons, c'est-à-dire toutes les réformes engagées à l'enseignement technique, je le sais, à l'enseignement supérieur. Les réformes engagées à l'enseignement préuniversitaire, nous le savons, c'est partagé. Nous avons un programme, l'unique programme actuellement de l'éducation, c'est le PRODEG, le programme décennal de l'éducation, qui est le cadre unique de l'éducation en Guinée 2019-2029. 2020-2029, sur 10 ans. Donc, nous sommes tous là. Je sais les objectifs assignés à l'enseignement préuniversitaire. L'enseignement préuniversitaire, c'est les objectifs assignés à l'enseignement sup. Mais le travail par rapport à l'orientation n'est que l'élément déclencheur. C'est le facteur d'accès. Vous l'avez rappelé. Après l'accès, qu'est-ce qu'il faut dans le cadre du maintien, la sensibilisation? Alors, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, ce que nous avons également, c'est qu'à travers le service JAR Équité, nous avons aussi des antennes JAR dans toutes les institutions d'enseignement supérieur qui, lorsque la politique et la stratégie est définie au niveau ministériel, eux, ils sont dans le niveau opérationnel. Donc, après le SDO, l'année dernière, le salon de l'orientation, nous avons également formé les antennes JAR au niveau du ministère dans le cadre de l'accès, le maintien des filles-femmes dans les filières scientifiques dans nos institutions d'enseignement supérieur. Et ça passe par quoi? Les formations. C'est les formations, ce sont les campagnes de sensibilisation, ce sont des rappels, ce sont des masterclass. Et cette année, le SDO va être à sa 2e édition, mais nous ne sommes pas arrêtés là. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons institutionnalisé le prix d'excellence des filles-femmes dans les filières scientifiques. Donc, c'est créer des mesures incitatives également pour leur maintien et créer l'émulation au niveau des filles. Donc, des étudiantes sont primées et moi-même, en 2017, je fus lauréate de ce prix qui m'a encouragée d'ailleurs. Je venais d'une maternité, je rentre en Guinée, je vois que j'ai reçu un courrier du ministère de l'Enseignement supérieur à l'époque, me reconnaissant dans mon travail d'enseignante-chercheur, par des publications, par la thèse soutenue à un si jeune âge, être une première femme dans le domaine de la géologie en Guinée, détentrice d'un doctorat avec un parcours en Guinée et à l'étranger. Donc, j'ai pu avoir cela et ça encourage.
Et aujourd'hui, ces jeunes filles doivent être les leviers. Ces femmes qui ont eu des prix, qui ont eu des distinctions, doivent être des leviers pour nous accompagner. Donc, la démystification avec les antennes JAR, Oui. l'orientation, les explications, l'institutionnalisation des mesures incitatives, mais aussi des formations. Alors, ce que j'ai fait cette année différemment des années dernières personnellement et avec toute mon équipe qui m'accompagne, dans le cadre du 8 mars, de la Journée internationale du droit des femmes, surtout que la thématique cette année était vraiment, nous étions au cœur de la thématique innovation et technologie pour l'égalité des sexes, nous l'avons pris à bras le corps. Nous avons fait un déplacement à l'Institut supérieur de technologie de Mamou, où j'ai eu un panel de près de 400 jeunes dans la salle. Et j'ai fait du storytelling, j'ai parlé de mon expérience, de mon parcours, pour encourager les filles. Et je pense qu'il faille multiplier cela. Oui. Et très sincèrement, c'est avec un pincement au cœur, avec le panel d'ailleurs que votre programme mixité pour les filières d'ingénierie et autres, que je n'ai pas pu participer, afin de passer le même message. Des initiatives comme ça doivent être multipliées entre le secteur, les organisations internationales, le parapublic, le secteur privé, mais nous, en tant que département. Aussi, il y a le statut d'étudiant entrepreneur que nous avons mis en place, que nous avons institutionnalisé aujourd'hui au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Avec des mesures incitatives, encore une fois, pour les dames. Oui, pour les dames. Il y aura un aspect particulier sur les dames. Parce que c'est ça, la question, c'est que quand il y a des opportunités, les hommes, fort malheureusement, sont les premiers à bondir là-dessus. Oui. Les dames sont beaucoup plus en retrait. Lorsqu'on met en place nos systèmes, moi j'ai envie de dire, toujours il faut avoir le petit réflexe de se dire à quel niveau est-ce que nous mettions les femmes, les jeunes filles, etc. Elles sont au centre, prioritaires. Sur le statut étudiant-entrepreneur, la mise en œuvre nécessite aujourd'hui la création des pôles de valorisation de l'innovation et de l'entrepreneuriat que nous avons appelés des pôles vie. Dans ces pôles vie, nous voulons vraiment que dans le cadre de l'incubation et de l'entrepreneuriat, que les filles soient vraiment au centre de l'innovation et qu'elles puissent mettre l'innovation au cœur de tous les jours. C'est-à-dire à travers un smartphone, comme je le dis souvent, on peut changer le monde. À travers un outil informatique. Donc, pour cela, il faut aussi les former à l'utilisation du numérique, qui est aujourd'hui un couteau à double tranchant. Vous le savez mieux que quiconque. Les filles, malheureusement, aujourd'hui, nous ne reconnaissons les filles dans le domaine du numérique que de l'autre côté. Oui. C'est-à-dire quand il y a des vidéos qui arrivent sur les réseaux sociaux, il y a des choses néfastes qui arrivent. Mais on peut aussi accompagner les filles et femmes. Et c'est pourquoi l'antenne JAR, c'est-à-dire le service JAR et équité, je l'ai dit il y a un moment au CNT, que c'est l'un des chefs de service les plus pertinentes que j'ai rencontrés en Guinée. Parce qu'elle sait de quoi elle parle et elle porte le projet. Et je vous assure, Madame Diakabi, que des mesures encore, je peux aller sur d'autres mesures. Nous sommes sur l'implémentation des espaces numériques de travail. D'ailleurs, c'était un projet que je portais à cœur parce que je suis venue, j'avais déclenché ce processus à l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh avant d'être ministre. J'avais déjà déclenché. Parce que la pandémie du Covid-19 nous a appris à repenser l'enseignement. Nous a sonné de telle sorte qu'en tant que dirigeant dans le secteur éducatif, la digitalisation doit être au cœur de l'enseignement de l'éducation. Donc, à travers cela, dans ma position de directrice, je me suis dit, il fallait mettre en place un processus pour la continuité pédagogique. Sinon, mes étudiants ratent l'année universitaire. C'est là est venue l'idée d'espace numérique de travail, parce que je l'ai vécu en France au moment de la pandémie à un moment donné. Installé donc, il fallait des universités. Ça va être dans toutes les... pour le moment. Non, pas toutes pour le moment, mais l'objectif, fin 2024. Oui. D'ailleurs, 2023, le PMA, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a réduit l'échéance. Il faut qu'à la fin de cette année, c'était pour la fin de la transition, mais à la fin de cette année, les 17 institutions publiques d'enseignement supérieur de la Guinée doivent être dotées d'environnement ou d'espace numérique de travail pour la continuité pédagogique. Maïmouna. Oui, alors je voulais, juste avant ma première question, revenir sur la question des services genre, parce que ce qu'on voit souvent, c'est que malheureusement, ce n'est pas les services les mieux dotés en termes de personnel, parce qu'on a souvent tendance à mettre simplement une femme qui, des fois, n'a pas forcément les compétences requises pour porter la thématique et surtout pour s'assurer donc de la vulgarisation
de la politique genre du ministère. Donc, c'est juste un point d'attention Merci. sur cette question-là pour s'assurer que les personnes qui sont nommées au service genre soient finalement les femmes les plus compétentes. Et d'ailleurs, Diakabi, excuse-moi, ce serait bien que lorsque les étudiantes vont intervenir, qu'on puisse avoir un témoignage par rapport à ça. Est-ce que d'ailleurs, elles sont touchées par ce service-là au sein de, de leur institution d'enseignement supérieur? Ce serait bien d'avoir un témoignage comme Parce ça. qu'il y a toujours ce petit côté un peu, excusez-moi du terme, mais mamaya qu'on voit vers le 8 mars et qu'on retrouve souvent au niveau des services genre. Je vous le disais tout de suite que j'ai trouvé une dame vraiment de cran au niveau du service genre équité du ministère, qui ne lâche pas l'affaire, qui n'est pas dans la mamaya. Est-ce qu'elle est avec vous oui, elle est sur ce plateau avec moi. On aimerait bien la voir. Elle s'appelle Hadia Aïssatoumba Hadia. On aimerait bien la voir, voilà. Donc, elle est là. C'est super. Moi, je la connais déjà très bien. Je vais faire un témoignage. Je veux faire ce témoignage. Merci parce que cette bonne dame va à la retraite cette année. Mais elle était avec moi à New York et elle a été exceptionnelle. C'était mon backup en tant que technicien dans les séances, dans les travaux parallèles sur la question de l'innovation et sur l'inclusion de genre dans notre pays. Oui. La féliciter et l'encourager parce qu'elle est une femme de pointe. Voilà. Maïmouna, et la question, une dernière question avant de passer à Mohamed. Très bien, c'est sur la question de la formation des formateurs, parce qu'on va mettre tous ces dispositifs en place et malheureusement, au niveau du pays, quel que soit le secteur éducatif, on se rend compte, il y a un constat qui est alarmant, c'est que les formateurs, en termes de qualification, on a tendance à voir une baisse à ce niveau-là. Donc, comment vous faites pour que les formateurs puissent répondre aux normes internationales, surtout quand on parle de sciences, technologies, ingénierie. Il y a un savoir qui est exact, qu'ils sont censés avoir. Comment on fait pour qu'ils soient accrédités et puissent former donc, les élèves universitaires? Deux points. Premièrement, c'est l'initiative, la formation des formateurs, 1000 PhD, 5000 masters initiés au niveau de mon département. Alors, nous avons mis à notre arrivée, c'est-à-dire après l'avènement du CNRD sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya. En octobre 2021, à mon arrivée au ministère de l'Enseignement supérieur, il y avait cette initiative. Mais il n'y avait pas de texte réglementaire. Nous sommes passés de concertation en concertation. Je me suis dit qu'il fallait profiter de cette initiative et toucher le maximum de Guinéens, le maximum d'enseignants guinéens pour leur qualification, et en priorisant le genre. Et cela ressort dans l'arrêté que nous avons pris portant critères et conditions d'attribution de ces financements pour la formation des formateurs. Et dans chaque appel à candidature, le dernier élément, c'est que les candidatures féminines sont prioritaires. Oui. Mais Madame Diakabi, force est de constater que sur 1000 dossiers de candidature, vous verrez moins de 100 femmes ayant postulé pour ces formations, pour le renforcement de capacités, pour des masters ou encore pour des doctorats. Alors, nous sommes allés un peu loin. À la 6e édition du prix d'excellence l'année dernière, au lieu de doter les femmes, je pense que Madame la chef service et équité du ministère était étonnée parce que c'était des ordinateurs, des enveloppes symboliques, mais je suis allée loin et je n'ai pas fait l'annonce avant. C'est que ces femmes-là qui ont été répertoriées, qui ont été primées et distinguées l'année dernière, en plus de tout ce qui était normal qu'on devait les donner, je leur ai dit, on les prend entièrement en charge. Celles qui étaient en master, on l'inscrit en doctorat et on finance sa formation. Celles qui sont docteurs doivent aller en post-doctorat. On finance leur séjour de recherche dans le pays de leur choix. Et certaines sont actuellement à l'étranger. Parmi celles primées l'année dernière, dans des laboratoires de haute portée à l'étranger en train de se former. Les mécanismes sont là, mais vous avez vu le ratio. 8%, nous n'avons que 8% de femmes enseignantes-chercheurs contre 92% en Guinée. Donc, même quand les mesures sont là, il y a un déficit pour répondre. Raison pour laquelle, retour à la case de départ, scolarisation. Ouais. Scolarisation des filles au niveau pré, maintien en mettant des mesures incitatives, en mettant des bourses, en faisant de la discrimination positive. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est nous, je parle là du système éducatif, nous avons des barèmes pour accéder à certaines filières. Et le combat, la réflexion aujourd'hui, c'est de faire aussi la discrimination à ce niveau.
Vous allez voir dans des appels à candidature, on dira les 5 premiers. Nous prenons les 5 premiers. Est-ce qu'il ne faut pas, à ce niveau également, dire que, quelle que soit la première des filles se trouvant dans ces 5 premiers ou pas, est-ce qu'il ne faut pas prendre cette fille pour l'encourager, la doter, l'orienter, la sensibiliser pour qu'elle puisse se maintenir dans le processus? Donc, les mesures incitatives discriminatoires, positives bien sûr, ce sont des mesures discriminatoires parce que vous allez mettre des seuils et ensuite vous allez discriminer certains. Bien Mais sûr. s'il faille aller vers ce mécanisme, nous, au ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons compris que pour changer le ratio des 8%, arriver à 13%, aller à 15%, à 25% au moins, c'est le combat pour 2030. Dans le cadre de la transformation de l'éducation, c'est ces engagements que mon département prend pour qu'on aille vers un ratio mondial plus ou moins équitable. Plus important. Voilà. Voilà. Maïmouna, je vais passer la parole à... Tu auras un deuxième tour de table pour tes questions, peut-être des précisions si vous en avez envie. Mohamed Kamara, Oui. le consultant. Alors, je commence mes propos par également féliciter et remercier Madame la ministre pour toutes les réformes engagées à l'enseignement supérieur. Également, je suis éducateur. Voilà. Pendant 10 ans, on a géré un établissement scolaire et membre fondateur de l'association des fondateurs des écoles privées. Et justement, puisque ce qui vous arrive, c'est nous qui vous l'apportons. Les élèves qui quittent l'enseignement préuniversitaire pour le supérieur, elle a dit c'est un problème qui est à plusieurs niveaux. Oui. Avec notre ministre, votre collègue que je salue, M. Guillaume Hawing, nous sommes en train de mettre un cadre de concertation, nous au privé, parce que je représente surtout les écoles privées. Au privé, on veut engager une discussion. Je vous prends au mot, repenser le système. Le système tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas nous permettre d'atteindre les objectifs de développement durable. Pourquoi? Par ailleurs, je suis tous les PMA, pays moins avancés. À l'échéance, dans les objectifs de développement durable, à l'échelle 2030, elle a dit il y a des cibles à atteindre. Tout à fait. En matière d'éducation, Tout à fait. elle manque de financement. Il n'y a pas d'argent. Il y a moins de 15% de budget qui est consacré à ce système. On n'en a pas. Un. Deuxièmement, pour ce qui est du financement extérieur, dans le Fonds commun de l'éducation, il y a le montant qui est annoncé. Le montant qui est décaissé est ça. Ce n'est pas très grand, surtout pour l'enseignement supérieur. Et d'ailleurs, c'est à son arrivée que je vois un peu ces indicateurs se relever un peu. Donc, Sauf que dans son budget, elle a eu un taux de diminution de Voulu, 13 ou un taux de 13%. diminution voulu, parce que mon budget a été assaini et par mes soins. Ce n'est pas une D'accord. diminution de D'accord. l'État. Il faudra qu'on ait des précisions à ce niveau. Tout à fait, je suis Nous, d'accord. on pensait qu'on allait avoir un Non. gros budget, mais, Non, mais au contraire, si je on vous a eu un explique- budget Non. réduit. Alors, Mais je vous vais allez nous revenir expliquer, tout à madame, l'heure sur juste le un budget. instant pour que Mohamed il puisse poser sa question. Allez-y, Mohamed. voilà, donc deux choses. Pour repenser le système tel qu'il est aujourd'hui, ça ne permet pas d'inclure les femmes à cette échelle-là. Le numérique tel que vous l'avez défini, le numérique, est-ce qu'il n'y a pas, à lieu de faire un système parallèle, digitalisé, qui permette, surtout, il y a une direction chez vous, l'Institut de recherche en langue appliquée, IRLA. IRLA, effectivement. Parce que, bon, dans mon travail de consultant, j'ai eu affaire à des dames qui ne sont pas allées à l'école, mais qui sont entrepreneurs. Puisque la finalité, ce n'est pas tant de former beaucoup d'étudiants. Je suis entrepreneur. Il y a des étudiants qui me viennent, diplôme en main, dont les compétences ne sont pas en rapport avec mes besoins. Et il y en a beaucoup comme ça, et notamment les femmes. Alors, qu'est-ce que vous faites à la fois pour digitaliser, embrasser celles qui ne sont pas dans le parcours formel que vous avez défini, hein? Et deuxièmement, lorsqu'elles ont ça, que ça leur permette réellement d'accéder à l'emploi, d'être utile demain comme vous l'êtes aujourd'hui. D'accord. Deux Merci questions. beaucoup pour Oui. les pertinentes questions. Je voudrais d'abord revenir sur la synergie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui se dégage au niveau du secteur éducatif. D'abord, par rapport au budget, par rapport au Fonds commun de l'éducation, par rapport au programme décennal de l'éducation également, qui réunit tous les partenaires qui financent le groupe, qui finance l'éducation. Ce que je peux vous dire,
c'est qu'il y a une synergie d'action, pas que dans les mots. L'enseignement supérieur, à notre arrivée, en janvier 2022, nous avons fait ce qu'on appelle les journées de concertation de l'enseignement supérieur. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. L'enseignement technique a aussi fait les journées de l'enseignement technique. Au niveau préuniversitaire, il y a eu aussi la réflexion parce que la plupart des rapports qui existent commencent toujours au niveau préuniversitaire. Et actuellement, pendant que nous faisons la réforme des programmes de l'enseignement supérieur, l'enseignement préuniversitaire est sur la révision des curricula avec des partenaires techniques et financiers de l'éducation. L'enseignement technique est également sur le même processus. Ça veut dire quoi? Qu'il y a déjà un adressage entre les différentes réformes. Parce que nous l'avons compris que c'est l'un qui entraîne l'autre, vous l'avez dit. Ce qui arrive au niveau de l'enseignement supérieur viennent de l'enseignement préuniversitaire. Et il y a ce travail qui est fait. Maintenant, au niveau préuniversitaire, vous dites qu'il n'y a pas de mécanisme actuellement pour encourager. Je vous ai parlé des salons de l'orientation que nous avons initiés. Cette année, nous allons faire le forum de l'étudiant guinéen aussi en collaboration, bien sûr, avec les autres départements ministériels parce que c'est un ensemble qui arrive à la fin du processus parce que nous avons pris des engagements dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable à horizon 2030 pour la transformation qualitative de l'éducation, du système éducatif guinéen. Parce que quand nous partons au sommet, aux différents sommets sur la transformation de l'éducation, on parle du système éducatif guinéen, on ne parle pas là, non, du technique ou du supérieur, on parle du système éducatif national. Alors, en septembre dernier, j'ai eu la chance de conduire la délégation du système éducatif guinéen à New York et j'étais avec mon homologue de l'enseignement préuniversitaire et justement, nous avons pris des engagements. Et l'un des engagements, vous l'avez rappelé, les femmes que vous rencontrez aujourd'hui, entrepreneurs qui n'ont pas forcément un parcours scolaire, mais qui arrivent parfaitement à leur propre autonomisation par rapport à leur création d'entreprise ou en tout cas à leur activité génératrice de revenus. C'est la question de langue maternelle. Elle a été discutée au sommet de la transformation de l'éducation à New York. Est-ce qu'il ne faut pas réintégrer les langues maternelles dans le cursus des jeunes pour mieux les outiller, pour mieux les former? Donc, c'est un débat qui se pose aujourd'hui et à travers l'IRLA au niveau de l'enseignement supérieur qui fait la promotion des langues, à travers aussi la direction de l'alphabétisation au niveau de l'enseignement préuniversitaire, d'ailleurs où les deux se trouvent dans le même bâtiment à Kaloum et travaillent en étroite collaboration. On a fait aussi les journées de réflexion avec l'IRLA que j'ai d'ailleurs lancé avant la rentrée, je pense au mois de novembre ou décembre de l'année dernière, sur est-ce qu'il ne faut pas aller vers une politique d'inclusion, depuis le CNT, une loi sur la question de langue. Mais pour l'instant, nous sommes en phase de réflexion parce que nous venons de sortir du sommet sur la transformation de l'éducation. C'est ensemble qu'il faille réfléchir à cela parce que les données ont prouvé qu'à travers le monde, un élève, un enfant qui étudie dans sa langue maternelle, à la fin de son cursus, il a les mêmes compétences que celui qui a étudié en français, en anglais, en indien, dans d'autres pays. Retour à l'ère de la révolution, là. Non, ce n'est pas l'ère de la révolution, c'est la transformation de l'éducation. Avec l'inclusion, cette fois-ci, un pan du digital. Donc, je viens à votre question sur le digital. Comment inclure la question digitale dans la formation et le maintien des filles-femmes? Toutefois, moi, j'ai un problème. Oui, toutefois, moi, j'ai un problème. Si on part dans ce système-là, cela ne voudrait-il pas dire que cet élève risque de ne pas être compétitif hors de la Guinée? Non, mais je parle au niveau élémentaire. Vous savez qu'on n'a pas de périscolaire ici en Guinée, c'est-à-dire crèche, la maternelle, il n'y en a pas dans notre système. Il y a un travail qui est en train d'être fait avec le PPEP, je crois. C'est de ça que je parle. Donc, c'est de penser, est-ce que ces enfants-là, parce que l'apprentissage commence au bas âge, ce n'est pas à l'université qu'on apprend à lire et à écrire. Absolument. Là-bas, elle est universelle. La science, elle est universelle. À l'université, on apprend la science, la technique, la technologie. Mais dans le cas de la Guinée, il va y avoir principalement 4 langues. Hein. Non, ce n'est pas une histoire de 4 langues. J'en viens. Alors, vous n'avez pas compris mes propos par rapport à l'intégration au bas âge. Ce n'est pas dans tout le cursus. Ce n'est pas comme quand vous venez étudier la mathématique à l'université. L'étudier en malinké, par exemple. Non, c'est l'apprentissage. La base, que parallèlement au français, qu'on puisse intégrer aussi les langues pour outiller ceux-là qui ne prennent pas. C'est la pédagogie orientée. J'ai toujours aimé. Au Mali, ça a été expérimenté. Ce n'est pas une réussite à 100%. Je suis entièrement d'accord. C'est pourquoi ce n'est pas une loi sur la table. Ce n'est pas une règle vers laquelle nous partons. Nous sortons du sommet.
Nous avons des engagements et des résolutions mondiales. Oui. Ce n'est pas une résolution guinéenne. C'est ce sur quoi je voudrais attirer votre attention. C'est une résolution mondiale. Est-ce qu'il ne faille pas, parce qu'on l'a dit, le sommet s'appelait le sommet sur la transformation de l'éducation. À l'ère des pandémies, à l'ère de la transformation digitale, à l'ère du numérique, est-ce qu'il ne faut pas repenser notre système d'éducation? Et pour faire cette transformation de l'éducation, la base d'un système puissant, répondant aux exigences d'un pays en voie de développement, répondant aux exigences d'un pays aspirant à son développement, c'est le préuniversitaire. C'est là la base. Donc, tous les efforts aujourd'hui déployés, vous verrez que dans tout le Fonds commun de l'éducation, au niveau de tous les partenaires techniques et financiers, nous avons tous accepté qu'on finance plus le secteur, même si l'enseignement supérieur, qui est la finalité, devient un parent pauvre, mais investir aussi sur le préuniversitaire résout les problèmes que nous avons aujourd'hui. Absolument. Là, je viens sur la dernière question relative au financement. Allez. C'est vrai, quand vous prenez le ratio que nous avons aujourd'hui, mais des efforts ont été faits, je vous assure. Parce qu'avant l'avènement du CNRD, sous l'impulsion du chef de l'État, il y avait des budgets, il y avait des gros budgets. Mais à la fin de l'année budgétaire, où 50% ne sont pas décaissés. Alors pour moi, ce sont que des budgets théoriques qui étaient annoncés. Nous avons actuellement des budgets dits des budgets sincères. C'est-à-dire, si j'ai 1000 milliards dans mon département, c'est que ces 1000 milliards-là sont le budget réel du ministère. Alors, c'est vrai qu'après mon passage au CNT, il y a eu dans les médias une réduction. Ça fait jaser, madame. Exactement, ça fait jaser, mais parce que les gens n'ont pas suivi tout le débat. Parce que avant de dire qu'avec une réduction, j'ai annoncé que nous avons assaini notre budget. Oui, il y avait des projets dans le budget du ministère de l'Enseignement supérieur à notre arrivée qui datent d'il y a 10 ans, jamais décaissés et qui retournent chaque année. Pour moi, ce sont des choses à sortir. Mais je n'ai aucun projet qui n'a été coupé. Je ne sais pas si vous comprenez. Okay. Nous l'avons assaini, le budget a chuté, mais pour moi, c'est une avancée. Mais comme on parle en termes de l'année N-1, comparé à l'année N-1, je n'ai pas le même montant. Mais à l'intérieur, j'ai plus gagné que perdu. Cela veut dire que vous avez plus voulu gagner en termes de sincérité budgétaire? Non, j'ai gagné en sincérité budgétaire, mais j'ai gagné aussi en budget. Parce que j'ai des projets inscrits, j'ai retiré des projets qui étaient le gouffre dans mon budget, qui sont sortis. Au contraire, j'ai gagné. J'ai gagné en budget. Mais je vous le dis, je le répète, la comparaison du budget total se fait sur l'année N. Donc, si on le compare à 2022, j'ai quoi? J'ai une diminution de 3%. Mais si on regarde à l'intérieur de mon budget, en sortant les projets fantômes qui se trouvaient dans mon département, moi, j'ai gagné parce que j'ai inscrit tous les projets et toutes les priorités de mon département. Mohamed. Voilà. L'autre question, comme je veux dire, nous, entrepreneurs, sommes très axés aux résultats. Il ne s'agit pas de former. Le gouvernement aussi de la transition, c'est la gare, c'est la gestion axée sur le résultat. Donc, ce n'est pas une question de pouvoir public et pouvoir privé actuellement. Nous sommes sur une transition, pour moi, qui est axée sur le résultat. Nous ne sommes pas un gouvernement de promesses. Mais madame, il a une question assez intéressante. Je viens, avant qu'il me dise sa question, parce qu'il a rebondi en disant, nous, entrepreneurs, nous aussi, administrateurs, publics aujourd'hui, nous sommes axés sur les résultats. Mais madame la ministre, ce n'est pas le conflit de deux camps, ne vous en faites pas. Non, je veux juste lui dire qu'il recorrige ses propos. Oui, donc madame, en fait, les étudiants que vous mettez sur le marché du travail aujourd'hui peinent à trouver l'accès à l'emploi parce que les qualifications, le calibrage de l'enseignement supérieur aujourd'hui, face aux besoins de l'économie, il y a un décalage. Là aussi, par le dialogue interministériel que vous instaurez, parce que ça va au-delà de l'enseignement, c'est de l'économie nationale, pour insérer plus de femmes vers ce système, parce que les femmes seront libres. Ce qui est exclu aujourd'hui, c'est la pauvreté. La pauvreté multidimensionnelle touche plus de femmes. C'est sur sa tête qu'on met les plateaux pour vendre. C'est elle qui est exposée au harcèlement sexuel, à d'autres choses. C'est elle qui est mariée avant 18 ans. Maintenant, mais si dans les ménages où le revenu est plus élevé, les filles et femmes de cette catégorie parviennent plus à accéder à l'enseignement supérieur et, in fine, accèdent à l'emploi. Donc, sur cet aspect d'accès, parce que ça, c'est le résultat final, le diplôme, c'est une chose. Mais après, à quoi cela servira après pour être vraiment utile?
là, est-ce que vous avez engagé un dialogue au niveau du gouvernement avec aussi le secteur privé, le patronat, la chambre de commerce, pour que vos étudiants soient absorbés, ceux qui sortent soient absorbés? Alors là, je vais parler de manière générale. Ce que vous devez savoir aujourd'hui... On a d'ailleurs des chiffres sur le taux Voilà. d'absorption. Oui, c'est ce que j'en venais justement sur la question des diplômés aujourd'hui sortant de nos institutions d'enseignement supérieur. Je vous l'ai dit, d'abord, quand elles rentrent, 25%. Maintien, ça sort peut-être 19%. Donc, si vous prenez sur l'année qui vient de l'année 2021-2022, dans le statut des IES, il n'y a eu qu'un total de 29%. Sur tout le nombre qui est sorti, là, il n'y a que 29% de femmes qui sont sorties de l'université l'année dernière. Donc, déjà, elles ne sont pas très nombreuses. Donc, la politique d'inclusion ou d'insertion socio-professionnelle aujourd'hui de nos diplômés, je vous assure que c'est l'une de nos préoccupations majeures. Raison pour laquelle, d'ailleurs, la réforme des programmes, raison pour laquelle nous avons fait les concertations de l'enseignement supérieur, mais ça a été fait avec le milieu socio-économique. Raison pour laquelle nous avons institué le statut étudiant-entrepreneur. Raison pour laquelle nous élaborons actuellement la politique de stage et d'alternance. Et dans tous ces projets que nous pilotons, la question JAR est au centre de notre préoccupation. C'est-à-dire, si une entreprise guinéenne aujourd'hui demande 10 stagiaires, peut prendre 10 stagiaires, offre 10 stagiaires, sur ces 10-là, c'est qu'il y aura 5 femmes. La parité. Cela sera érigé en termes de principe. C'est ce que nous voulons, oui, c'est ce que nous voulons. C'est ce mécanisme-là. Est-ce que c'est juste un vouloir ou c'est un principe? Déjà, la volonté, c'est la première chose. Ce ne sont pas les moyens. C'est la volonté qui vous dote des moyens. Avec la volonté que nous avons, c'est une volonté politique parce que c'est un département qui le porte. Et dans nos discussions, c'est vers cela que nous proposons. S'il y a des bourses d'excellence aujourd'hui, d'ailleurs, je le rappelle, un témoignage que je voudrais faire. Au mois d'août dernier, le chef de l'État, par sa bonté, par sa magnanimité, pour la première fois, nous avons redynamisé les bourses, réorganisé les bourses en le doublant, en triplant, en quadruplant et en le multipliant par 5. Mais ce qui est intéressant dans cette revalorisation des bourses, c'est qu'on a créé une bourse d'excellence. Et je peux vous le dire, au moment où je vous parle, 2 filles sont dans des formations, 2 jeunes filles sorties de nos universités qui ont pu accéder à la bourse quand on a fait le concours. Ce sont ces femmes-là qui ont eu les bourses d'excellence et qui sont inscrites aujourd'hui dans des masters en coopération entre l'IX de Paris, l'école polytechnique de Paris et l'école nationale polytechnique de Yamoussoukro. Des femmes. Nous avons privilégié la question de genre. On a dit 2, et surtout les femmes, nous n'avons pris que des femmes sur le quota qui avait été sélectionné. Donc, ce n'est pas qu'une question de volonté, ce ne sont pas que des mots. Et comme je le disais tout à l'heure en lançant ma petite flèche à M. Mohamed Kamara, que nous ne sommes pas un gouvernement de promesses. Nous avons la volonté politique. Nous avons les moyens parce que nous sommes dans l'élaboration des politiques aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce que nous avons au ministère de l'Enseignement supérieur, parce que nous avons compris la résolution du chef de l'État, de faire de cette transition une transition de refondation, de rectification, de repositionnement. Raison pour laquelle tout ce que nous faisons est adossé à une politique. La politique nationale de la recherche et de l'innovation, la politique nationale de l'enseignement supérieur, des textes juridiques et des lois. C'est l'un des départements aujourd'hui qui est en train de soumettre plusieurs textes de loi pour changer la donne. Parce que la volonté ne suffit pas, les mots ne suffisent pas. Il faut une vraie refondation, il faut un vrai système, léguer un vrai système, des textes juridiques qui vont résister au temps et à la tentation des hommes. Que ça ne soit pas une volonté de Dr Diaka Sidibé, parce qu'elle est venue femme, de mettre en place des mécanismes qui ne vont pas continuer. Pour les rendre pérants, il faut faire des textes de loi, il faut faire des décrets, il faut faire des arrêtés, et c'est ce que nous faisons pour que l'inclusion des filles-femmes, que la question de genre soit transversale sur tous les projets et programmes que nous portons au ministère de l'Enseignement supérieur. Très bien. Félicitations. On va dire que c'est une deuxième partie plutôt intéressante avec quelques aspects que j'ai eu personnellement à relever. On a parlé de l'enseignement, de la recherche scientifique. Vous avez un service qui s'appelle le CIRESCOR. Et oui. Voilà, il faut en parler. Parce que c'est l'un des parents pauvres en termes à la fois de budget, mais aussi d'entretien. Vous avez parlé du budget. On aimerait bien comprendre sur la question des bourses. Oui. Vous avez parlé de revalorisation des bourses. Est-ce qu'il ne faut pas parler d'assainissement? Oui. Pourquoi? Alors. Je me défends. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas parler d'assainissement? Vous avez plus assaini les fichiers des étudiants
en enlevant les fictifs, donc en fait, on a l'impression que votre budget, vous ne l'avez pas rehaussé, vous avez juste relocalisé. Donc, les gens qui n'existaient pas effectivement dans le système sont sortis du système, ce qui vous fait des gains. Ces gains reversés sur les bourses des étudiants, donc en réalité, ça n'a pas été augmenté. Puisque ce n'est pas un budget de plus, pour vous en tout cas. Si, les bourses sont doublées. Non, les bourses sont doublées, mais est-ce que c'est un budget de plus pour vous? Non, je vous explique. Je vous explique la structuration du budget de l'État, qui est d'ailleurs un budget commun à tous les ministères sectoriels. Vous avez 4 titres. Le titre 2 qui concerne tout ce qui est salaire, fonctionnement. Vous avez le titre, salaire et indemnité. Oui. Vous avez le titre 3, c'est tout ce qui est bien courant, c'est le fonctionnement. Et moi, au niveau de l'enseignement supérieur, la spécificité, le titre 4, ce sont les subventions des institutions d'enseignement supérieur dans lesquelles il y a la dimension bourse. La dimension bourse et tout ce qui est fonctionnement, achat, équipement, tout rentre dans ce ordre d'idée-là. Oui. C'est le titre 4, qui représente 62,5% du budget du ministère de l'enseignement supérieur. Et ensuite, vous avez le titre 5, c'est les investissements, tout ce qui est infrastructure et des grands projets et programmes du ministère, bien sûr, à l'endroit encore des institutions d'enseignement supérieur. Alors, quand la question de la revalorisation a été portée par le chef de l'État, ce qu'on devait faire, c'était d'abord les simulations. On a simulé le budget. On a fait des calculs. En prenant l'effectif théorique, je vais toujours dire effectif théorique que nous avons trouvé, c'est-à-dire l'effectif annoncé. Oui. Nous avons fait des simulations et le budget, il s'est doublé. Il s'est doublé parce qu'on a doublé pour les premières années, on a triplé pour les troisièmes années, pour les cinquièmes années qui avaient 105 000 et autres sont arrivés à 500 000. Donc, ça a une incidence sur le budget. Mais moi, justement, c'est parce que j'ai expliqué le budget que j'avais en 2021 qu'on a pu faire ça. Parce que, bien sûr, quand il y a une augmentation qui faille se faire dans un budget, il y a le pool financier qui se saisit aussi budget-finance pour voir l'impact que ce changement peut avoir sur le budget de l'État. Oui. Donc, de simulation à simulation, en retirant certains projets fantômes dont je vous parle, ça compensait le double à gagner. Donc, le président double, mais j'ai pris d'autres engagements pour que les bourses soient revalorisées. C'est la biométrie, c'était l'assainissement. Effectif théorique annoncé, 57 000 étudiants dans nos institutions d'enseignement supérieur. Effectif réel. Effectif réel à date, pour les étudiants qui ont été recensés, biométrisés, qui ont eu leur bourse, qui ont reçu à date 42 000. La première opération de biométrie, d'ailleurs, on était à 38-39 000 étudiants. Il y a eu un gap de près de 17 000. J'ai renvoyé parce que le chef de l'État, il a rappelé, il ne faut laisser aucun Guinéen et ne faire tort à aucun Guinéen qui est régulièrement inscrit. Une deuxième phase de biométrie est repartie pour revoir le gap de 17 000 qui était là, revoir-le. Est-ce qu'on a laissé un étudiant qui est réellement inscrit et qui n'a pas été recensé? Cela est parti, ça nous a permis de combler. On est passé de près de 38 000 qui étaient dans la première phase ASENI, qui a fait aussi la demande de bourse, parce que quelque chose qui a changé avec les bourses, c'est qu'avant, dès qu'on a le bac, l'étudiant pense que ça y est, l'État lui doit. Alors que l'étudiant oublie, heureusement qu'il y a beaucoup d'étudiants dans cette salle, que c'est l'État qui a institué. C'est l'État qui a dit que votre étude est gratuite. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. L'État dit, en plus de la gratuité de la formation, c'est ça la bourse d'études, il y a aussi une aide financière que je vais vous donner pour vous permettre, ceux qui sont en milieu rural, de pouvoir aller dans leurs institutions, de pouvoir être attachés à une institution de Conakry à Zérékoré. Nous allons vous donner une aide financière pour faire face à votre restauration, à votre transport. Mais ce n'est pas des primes. Mais quand vous entendez le commun aujourd'hui des étudiants, rendez-nous notre argent. Pendant ce temps, c'est cet État-là qui vous a institué pour vous faciliter. Donc, j'en viens à votre... toute la difficulté qu'ils ont eue après pour avoir Exactement. Donc, il fallait faire les demandes de bourse. Parce que dans tous les pays, vous le savez, autour de cette table, au-delà de la Guinée, vous avez eu peut-être une petite expérience, soit à côté dans la sous-région ou à l'étranger. Pour avoir accès à une bourse, tu fais la demande. Parce que d'une année, d'un semestre à un autre, un étudiant peut décider de quitter cette institution. Qu'est-ce qui se passait avant? Qui va répondre à ta question? Le département envoyait les bourses directement dans le titre 4 dont je vous parlais tout à l'heure. Je ne l'ai pas rappelé de façon fortuite. Je suis enseignante, j'aime parler, mais je ne l'ai pas rappelé comme ça. Beaucoup de pédagogie aussi. Oui, c'est le métier d'enseignant. Alors, dans le titre 4, il y a ensemble bourses qui partaient et il n'y a aucun ristourne qui ne revenait au ministère.
Donc, si une institution a dit j'ai 24 000 étudiants, vous l'envoyez la bourse de 24 000. S'il y a 13 000 là-bas, il n'y a aucun montant déclaré. Il n'y a pas de retour. Oui, mais aujourd'hui, à travers la digitalisation, à travers le numérique, nous sommes en train, je le dis, nous sommes en train, pourquoi? Parce que c'est l'année où nous avons tout déclenché. Nous sommes en train de maîtriser le flux, de maîtriser l'effectif et d'assurer la reddition des comptes. C'est-à-dire, la bourse est revalorisée, certes, mais nous avons pris des mesures pour assainir le fichier étudiant, pour mettre la procédure d'octroi de la bourse, et d'un semestre à un autre, on va encore faire le contrôle pour nous assurer qu'il y a des étudiants qui n'ont pas abandonné. Le CERESCOR. Un manque à gagner, je vais terminer d'abord sur la bourse, un manque à gagner parce qu'on parle de l'innovation et de la technologie, c'est le paiement électronique aussi qui a suivi. Assainissement, mais il y a eu le paiement électronique avec une entité guinéenne dans l'économie numéraire. Donc aujourd'hui, les étudiants chez eux, ils reçoivent eux-mêmes. Je vais vous dire, après ces 42 000, nous avons envoyé les montants sur les comptes. Je peux vous dire à date qu'il y a près de 700 étudiants qui n'ont pas activé leur compte. Ça veut dire quoi? Ils ont été enregistrés, mais certainement, ils ne sont plus en situation de classe dans les institutions. Ça veut dire, où est cet argent? Cet argent-là est sur le compte électronique du ministère de l'Enseignement supérieur, qui peut servir pour les bourses. Et qui peut toujours vous revenir. Exactement, qui revient à l'État. C'est pourquoi je parlais de, donc, pas d'augmentation, mais plutôt de gestion. CERESCOR, oui. J'en viens au CERESCOR. Le CERESCOR, c'est le centre de recherche scientifique de Conakry-Robané. C'est l'un des plus grands centres de recherche que la Guinée dispose depuis l'époque soviétique. C'est d'ailleurs dans le cadre de la coopération USRSS à l'époque. Le plus vieux d'ailleurs. C'est le plus vieux. Qui est au cœur aujourd'hui de notre politique de refondation de la recherche scientifique. Le parent pauvre de notre département. Le CERESCOR, à mon arrivée à la tête de ce département, le CERESCOR était en rénovation. On a trouvé un contrat de rénovation qui tarde à sortir de terre. C'est ça la vérité. Mais le problème du CERESCOR, nous allons l'extrapoler à toutes les institutions de recherche scientifique. C'est la même situation. Ouais. Du CERESCOR à cette institution qui se trouve au pied du Mont Nimba, la station Mont Nimba, vous allez retrouver que c'est les mêmes problèmes. Financement, équipement, infrastructure, c'est les mêmes problèmes. Raison pour laquelle l'autre chantier de mon département, c'est la rédaction d'une politique nationale de la recherche et de l'innovation. La Guinée, depuis la loi d'orientation en 2005... Madame, en 2 ans, ce n'est pas fait encore. Oui, parce que c'est une politique nationale. Attention, une politique nationale ne se rédige pas dans 4 murs d'un département. Attention. C'est ce qu'on... Alors, les réformes du système éducatif sont les réformes les plus longues. Parce qu'on doit passer par des étapes et des standards. Vous le brisez parce qu'il y a la pression, parce qu'il faut rendre un compte, vous passez à côté. Une politique nationale qui touche tous les secteurs aujourd'hui, c'est profond et c'est long. Mais le délai aussi est fixé, c'est pour la fin de cette année. Nous l'avons débuté l'année dernière, nous avons fait toute la conception du projet, nous avons eu le financement sur 2023, donc nous l'avons déjà déclenché. Monsieur Hassan Silla, à mon arrivée au ministère de l'Enseignement supérieur, je ne connaissais que les centres de recherche relevant, les 32 centres de recherche et de documentation qui relevaient du ministère de l'Enseignement supérieur. Aujourd'hui, en tant que ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, je sais qu'on a plus de 400 structures de recherche en République de Guinée. Nous avons fait l'état des lieux de la recherche et de l'innovation dans notre pays. Il y a plus de 400 structures qui font soit de la recherche ou de l'innovation, qui sont soit dans le privé, qui sont dans les ministères sectoriels, qui sont dans tous les domaines dans notre pays, de Conakry à la dernière région de notre pays. Nous l'avons fait en prélude de l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de l'innovation du pays, une première, parce que la Guinée ne dispose pas de politique d'orientation sur la recherche. Qui ne sait pas où quand tu ne sais pas où tu vas, c'est difficile de demander les fonds pour aller vers cela. Alors, en déclenchant la politique que j'avais présentée l'année dernière en conseil, pour que ça soit validé en conseil des ministres pour doter la Guinée d'une politique, ça a été validé. Donc, on l'a restructuré. L'état des lieux, d'ailleurs, le Premier ministre l'a lancé en octobre 2022. Nous avons fait la première partie. Le dernier trimestre de 2022 nous a permis de faire le recensement, l'état des lieux. Le deuxième trimestre va nous permettre, le premier trimestre de 2023 nous permet, avec les partenaires, de commencer la rédaction de la politique. Mais ça ne va pas s'arrêter à la rédaction de la politique nationale, qui tient en compte le CERESCOR. Ça va aller jusqu'à la stratégie décennale et sur 5 ans. Ensuite, il y a la restructuration des centres de recherche de la République de Guinée, même les centres qui se trouvent dans d'autres départements sectoriels. C'est une mission dévolue au ministère de la Recherche scientifique que nous sommes. Après la restructuration des centres de recherche, il y aura la dotation. Il y aura un fonds pour une première fois
destinés à la recherche et l'innovation dans notre pays. Avec les équipements, on espère. Bien sûr, Avec les équipements. bien sûr. Et voilà, donc c'est pratiquement la fin pour nous autour de cette table. J'aurai une dernière question, mais je laisse pour le moment le public, bien sûr, puisqu'on a aussi envoyé tout ce public, ce beau public ici, pour pouvoir échanger avec vous. Temps d'échange de nos invités avec le public ici présent. Je commence par les étudiantes. D'accord. Les étudiantes que nous avons bien sûr fait venir ici. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Vous n'allez pas vous entendre ici, mais on vous entend, ne vous en faites pas. Allez-y. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis mademoiselle. Tu peux rapprocher le micro? Voilà, D'accord. merci. Je suis mademoiselle Tchoumo Karanyara, étudiante en communication en licence 2 à l'université Kofi Annan de Guinée, l'ambition de l'excellence et de la modernité. Alors, j'ai suivi avec intérêt toutes ces différentes interventions que d'ailleurs je vais commencer à féliciter Madame la ministre. Et j'ai des questions pour Madame la ministre. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et à l'occasion du mois de la femme, c'est-à-dire le mois de reconnaissance des droits de la femme, j'ai des questions pour vous, Madame. Allez-y. Alors, quelles sont les mesures que votre département a mises en place pour pallier à ce manque de représentativité des jeunes filles dans les domaines scientifiques et techniques? Ça, c'est la première question. Et aussi, ça c'est la première question, nous allons quitter le cadre préuniversitaire. Nous allons nous adresser cette fois-ci à ces femmes enseignantes au sein de l'enseignement supérieur. Quelles sont les mesures que vous mettez en place afin de pallier à ce manque de taux et à ce faible taux qui se manifeste là-bas? Et comment ces femmes arrivent à s'en sortir? Parce que faut pas oublier aussi que ces femmes sont stigmatisées, ces femmes enseignantes, elles sont stigmatisées dans ces domaines, et point de vue psychologie, et elles sont harcelées. Les harcèlements notamment sexuels et tout ce qui s'ensuit. Et après, Madame la ministre a parlé de stéréotypes de genre. Alors, étant femme et ministre, parfois, ne parvenez-vous pas à être dans ces difficultés, c'est-à-dire victime de ces stéréotypes dans votre domaine? Donc, ça, c'était... Bon, je vais me limiter là. Parce que Oui, les autres il faut aussi laisser l'opportunité aux autres de poser des questions. Rappelez-nous votre nom. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Je suis mademoiselle Tchoumo Karanyara. Djoumou Karia. Tchoumo. Djoumou. Tchoumo. Tout le monde. Bon, apparemment, j'ai des problèmes d'oreille parce qu'on crie dans mon oreille. Ici, vous avez compris, c'est l'essentiel. Excusez-moi. Est-ce qu'on a peut-être une deuxième question? 3 questions, ça serait intéressant pour qu'on passe la parole à madame. Oui, allez-y. Bonjour tout le monde. Oui. Bonjour la ministre. Alors, moi, c'est Fanta Kaba. Je fais à l'université Kofi Annan. Je fais la licence 3, droit des affaires. Alors, nous avons parlé de beaucoup de choses, comme l'a dit la précédente qui était passée. Alors, dans le domaine du monde de l'éducation, on voit souvent qu'il y a des problèmes qui font réellement que ces femmes-là qui ont fait le primaire, le secondaire, n'arrivent pas à faire la licence aussi. Et quand on parle, par exemple, de l'étude supérieure, on veut forcément parler de la licence, ensuite du master et bien sûr du doctorat. Nous, les femmes, nous savons déjà qu'il y a des obstacles qui se posent pour notre suivi. Parce que souvent, on le dit ici qu'une femme, par exemple, mariée, peut avoir des obstacles pour pouvoir continuer ses études. Alors, selon vous, madame, est-ce que le mariage est un obstacle pour le développement ou bien pour la suivi de l'étude supérieure? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière pour cette tranche? Oui, allez-y, madame. Ok. Bonjour tout le monde. Oui. Bonjour, Dr Gaka. Je suis Fatoumata Kaba, étudiante en licence 3, département sciences comptables, à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Oui. Je commence d'abord à féliciter Dr Gaka, qui est un modèle de référence pour nous jeunes filles. Oui. Merci pour toute cette créativité et cette innovation que vous apportez au département.
Ma question est de savoir quelles sont les innovations que vous avez apportées ou que vous envisagez de faire en matière d'équité dans les institutions d'enseignement supérieur par rapport aux dames qui sont enseignantes. Et vous avez parlé aussi des programmes de formation où il y a des femmes, des candidatures féminines qui sont beaucoup plus sollicitées. Est-ce qu'il y a un site sur lequel vous communiquez beaucoup plus, parce que sur votre page Facebook et la page du ministère, il n'y a pas tellement de communication par rapport à ces formations-là? Par rapport aux opportunités, d'accord. Et par rapport à la convention que vous avez signée avec la directrice de Peace Corps, depuis la publication par rapport à la signature de la convention sur la mobilité des étudiants, il n'y a plus eu d'autres communications par rapport au concours, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et je termine en tant qu'étudiante de Symphonia par les paiements électroniques des bourses d'entretien. Il y a, à date aujourd'hui à Symphonia, il y a plusieurs étudiants qui ne sont pas en possession de leur bourse d'entretien. La biométrisation est venue, nous étudiants boursiers, nous nous sommes fait biométriser. Il y a ceux qui font la formation payante qui se sont fait enregistrer aussi. Donc, et pour ceux qui font formation qui sont boursiers d'État et qui ne sont pas en possession de leur bourse d'entretien, quelles sont les réformes que vous envisagez d'apporter, puisque bientôt il y aura le paiement de la deuxième tranche? Merci. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Vous allez permettre, mesdames et messieurs, répondre. juste que madame puisse répondre à cette première partie. Ensuite, nous passerons à vous, s'il vous plaît. Est-ce que je peux Madame la le ministre. faire en commençant par la dernière question? Ça serait Parce même qu'elle est- Voilà. super. Allez-y. Alors, je commence par la dernière question de mademoiselle Fatoumata Takaba de ULGC par rapport à la question de bourse. Je pense que je vous ai donné quelques éléments, mais je vais revenir. Alors, par rapport à la biométrie et au paiement de la bourse, il faut reconnaître que Symphonia a vraiment été un cas d'école pour nous. Sur le plus grand nombre d'effectifs annoncés, la première phase de biométrie, il y a eu moins d'enregistrements à Symphonia. Vous avez l'impression que c'était systématiquement voulu ou parce qu'on ne voulait pas s'enregistrer. Nous avons eu beaucoup de problèmes pour que les étudiants de Symphonia s'enregistrent. Il a fallu hausser le ton pour que les responsables s'impliquent, parce que soit vous passez par la biométrie, soit vous n'êtes pas recensé. C'était clair, ce sont des instructions fermes qui sont parties. Aucun étudiant enregistré, c'est-à-dire enrôlé de façon biométrique, aucun étudiant, si un étudiant ne dépose pas sa demande de bourse, vous n'êtes pas considéré comme boursier, parce que ce sont les critères dans le décret et les critères dans les arrêtés d'application. Être régulièrement inscrit dans une institution d'enseignement supérieur, être reconnu et fournir sa demande, demander la bourse à l'autorité. Parce que tout le monde n'est pas boursier, vous le savez. Il y a certains qui sont venus s'inscrire de façon volontaire avant mon arrivée aussi au ministère de l'Enseignement supérieur. Parce que l'une des mesures impopulaires à l'époque que j'ai prise, je me rappelle très bien, c'était en novembre 2021, quelques jours après mon installation, c'était l'arrêt des formations payantes dans les institutions d'enseignement supérieur public, en formation initiale. C'est-à-dire surtout, ça a beaucoup jazzé. Mais je sais pourquoi ça a été fait. Parce que ces 2 dernières années, où moi, en tant que responsable à l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, toutes les réunions de crise que nous avons participé au ministère et aussi au niveau de la CRDG, ça concernait les pléthores au niveau de l'Université générale Lansana Conté de Symphonie. Qu'est-ce qui se passe? Quand le ministère oriente 200 personnes pour une filière, on recrute 200 autres pour une salle ayant une capacité de 200. Alors, vous vous retrouvez avec 400 étudiants dans une salle de classe et on pointe qui de doigt? Le ministère. Alors que c'est l'institution même qui recrute aussi les étudiants parce que c'était ouvert. Donc, il fallait fermer ce canal. Est-ce que depuis l'année dernière à cette année, avez-vous entendu une question de pléthore dans les institutions publiques d'enseignement supérieur? Non. Parce que cette mesure a corrigé cela. Donc, je reviens à sa question. Elle a d'ailleurs donné un élément de réponse. Il y a des boursiers qui sont reconnus, qui ont été orientés dans le public. Et il y a ceux, avant cette mesure, qui sont toujours dans le système, bien sûr, qui sont soit en 2e ou en 3e année, qui sont dans le système partout, qui sont en formation payante, donc ça continue. Mais il n'y a pas de nouveau prix depuis 2021. Oui. D'accord. Il y a ces cas de figure. Donc, quand on a dit recensement biométrique, tout le monde est venu. Parce qu'ils sont étudiants de l'Université générale Lansana Conté de Symphonia.
Donc, tout de suite, il y a eu des problèmes parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, qui étaient dans cette situation à l'université. Ensuite, il y a eu 2 autres problèmes, toujours à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. C'est que parmi les étudiants qui étaient des vrais boursiers, c'est-à-dire qui ont un identifiant national de l'étudiant, qui ont été orientés via Gupol, Oui. qui ont quitté d'autres universités et qui sont venus s'inscrire de façon indirecte à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Oui, ils ont eu le bac. Oui, ils ont été orientés par Gupol, mais pas à l'Université Générale Lansana Conté de Ils sont Sonfonia. orientés ailleurs. Non, ils sont orientés ailleurs Oui. et ils se sont déplacés. Et ça, ce n'est pas dans la base de données. Donc, ça ne te reconnaît pas de façon systématique. Oui, vous êtes à Sonfonia. Oui, vous êtes un étudiant qui a eu le bac, mais vous n'êtes pas régulièrement inscrit dans votre institution d'orientation. Donc, ça aussi, c'était problématique. Troisième point, au niveau toujours de ceux-là qui n'ont pas reçu de leur bourse à date, Oui. et qui est d'ailleurs très récurrent, que nous traitons au cas par cas, ce sont des étudiants, lors de la biométrie, qui ont fourni des numéros erronés ou qui ont donné le numéro d'une tierce personne. C'est d'ailleurs une étudiante de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia qui a attiré notre attention quand on a fait le point de presse. Parce que quand mes cadres ont fini d'expliquer, tout de suite, elle s'est déclarée. Elle a dit, mais moi, à mon enregistrement, j'ai inscrit le numéro de quelqu'un d'autre. Et c'est là on s'est rendu compte que les étudiants ont fourni d'autres numéros. Et c'est là on leur a dit, alors la personne, le numéro fourni, c'est lui qui va recevoir tes codes d'identification pour valider ton compte PK. Donc, c'était une alerte. On a communiqué pour que les étudiants aillent directement sur Gupol parce qu'ils ont accès à la plateforme depuis leur orientation à l'enseignement. Modifier les numéros de téléphone, mettre à jour, parce que systématiquement, parce qu'on a une base qui communique entre la base Gupol, parce que c'est le seul accès à l'enseignement supérieur, et nos plateformes de biométrie, qui se fait aussi, qui est directement reliée à Gupol. C'est cette même plateforme qui est soumise à PK. Donc, dès que tu modifies, on alerte PK et le changement se fait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire progressivement. Très bien. Mais il y a ces 3 cas de figure et d'autres cas au niveau de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Donc, par rapport aux opportunités, nous allons multiplier, parce que c'est une belle recommandation d'ailleurs, et c'est un très bon témoignage de dire oui, on a suivi que les conventions étaient signées, mais depuis là, nous n'avons pas eu de retour. Donc, que c'est une recommandation aussi pour le service de communication. J'en venais, je dis c'est une belle recommandation voilà. d'ailleurs, c'est qu'on va multiplier sur les offres, mais nous le faisons. Avec Corps de la Paix, comme vous avez cité, et l'OIM, toutes les conventions que nous avons signées, dès que les opportunités viennent, vu que ça vient en courrier officiel, Oui. ce que nous faisons, nous transmettons à vos institutions également, pour affichage et multidiffusion. Mais ce que je fais le plus souvent, je le rappelle d'ailleurs au service de communication, je dis même quand ça s'est fait, c'est officiel et tout, Oui. parce que je le dis souvent, je n'aime pas gérer Il y a mon vos canaux département digitaux, sur les... et il faut rappeler que vous êtes suivis Exactement. par au moins Exactement. des milliers, Mais des nous le milliers faisons. d'étudiants. Mais je vous assure que les étudiants s'intéressent plus à bourse, paiement, qu'à des opportunités. Je vous en parle. Je viens de diffuser sur mes canaux propres à moi, pas même ceux du département. Je suis suivie par près de 40 000 followers. Je l'ai publié moi-même. Des opportunités de bourse africaines, internationales, dans une école d'excellence. Je ne pense pas que plus de 100 personnes s'y sont intéressées. C'est pour vous dire... Je suis talonné par le temps, je vous rappelle. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, allez-y. Voilà. Alors, l'autre question de l'autre Fantakaba, Oui. cette fois-ci de Kofi Annan, Oui. par rapport au mariage, est-ce que le mariage vie peut être... professionnelle. Et la vie professionnelle, est-ce que le mariage peut être un frein? Je vais Je m'inscrire pense que en d'ailleurs, oui. nous avons 2 dames ici qui sont Oui, vraiment notre modèle vous dira un oui. modèle dans ce domaine. Notre modèle vous dira non, je veux dire, vous dira non, le mariage ne peut en aucun moment être un frein. Mais si vous prenez la situation, même autour de moi, en famille et autres, oui, le mariage a été un frein pour la poursuite des études supérieures des dames que je connais. Mais tout va de la volonté aussi et de votre engagement à poursuivre. Oui. Je pense que le terrain d'entente dans une vie familiale, dans une vie conjugale, c'est l'intérêt mutuel. C'est l'acceptation. Et que l'un ne soit pas un frein pour l'émancipation de l'autre. Dès que cela est compris à la base, en début d'une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle et même maritale, Conjugale, je pense que conjugale, les choses se décampent. Nous, personnellement, je n'ai pas eu de frein. Mon mariage n'a pas eu de frein. Vous avez pu Mais qu'est-ce que négocier j'ai avec fait? monsieur? Alors, ce que je veux vous dire, parce que c'est un message, vu que je suis suivie par beaucoup de filles, il ne faut pas aussi se tromper. La chance aussi que j'ai, c'est pourquoi je dis, quand on se base sur mon parcours, je dirais non, ça n'a pas été un frein. Mais j'ai eu tous mes diplômes universitaires avant de me marier. Et ça aussi, c'était un choix.
parce que je savais que je suis née dans une société africaine où il y a des stéréotypes, où les femmes qui poursuivent Vous les demandez études... déjà de vous marier. Non, moi, mes parents ne m'ont pas fait ça parce Ok. qu'à mes 15 ans, mes parents savaient que j'allais avoir un doctorat. Parce que c'était un rêve. Je le disais, je communiquais et je me suis donné les moyens de faire passer d'abord mes études avant la vie personnelle. Madame la ministre, Voilà. je suis encore talonné par le temps. Une question importante qu'une des Et étudiantes oui, a tout posée. monde a posé. Le harcèlement, et c'était ma question, heureusement qu'on l'a posée, le harcèlement en milieu universitaire, ça existe? Oui, ça Harcèlement existe. pour les notes, harcèlement des dames. Ça existe. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Alors, on punit les harceleurs, tout simplement. Mais déjà, Et- il faut les déclarer. Et oui, Et là, il y a un gros problème. et c'est aux c'est pas- étudiants de déclarer. Le Parce qu'il y a cas un s'est système posé. pour amener les étudiants Alors, à déclarer. j'en viens. La formation que nous avons faite l'année dernière avec les antennes JAR, c'était vraiment de pousser les étudiantes à s'ouvrir, à dénoncer, à ne pas être des freins pour elles-mêmes dans la dénonciation. Et au 8 mars dernier, la formation que nous avons tenue à l'Institut, il y avait la question d'harcèlement. La directrice générale de l'innovation est revenue, le service JAR et équité, la conseillère juridique, qui est une activiste pour les droits des femmes. Nous sommes toutes revenus là-dessus pour expliquer aux jeunes femmes, c'est vrai que ça va continuer, mais vous êtes les premiers acteurs, actrices, j'allais dire, pour dénoncer. Il faut déjà les envoyer à des Il faut déjà dénoncer ce que vous subissez, que ce soit pour des notes, que ce soit juste amical, parce que le harcèlement, on pense que le harcèlement n'est que sexuel. Mais il y a bien plus grave. Il est moral. Il est moral, il est psychologique. Et parfois, il y a des cas d'abandon et la fille, elle ne dit jamais pourquoi elle a abandonné. On dit juste, elle a été faible, elle ne veut pas continuer. Il y a des sujets, si vous fouillez, il y a des sujets. Je vais finir par l'exemple de l'étudiante à Cancan. Oui. Nous avons été... Mais brièvement, madame. Brièvement, Oui. nous avons été contactés qu'il y a une étudiante qui aurait eu un cas d'harcèlement. Et c'était des années avant. Dès qu'on a été saisi, j'ai envoyé et c'est parti jusqu'à la justice. 2 enseignants ont été suspendus parce que la fille, après 2 ans pratiquement ou 1 an, elle a osé dénoncer. Parce que ce sont des faits qui peuvent être reprochés à une personne même après des années. Donc dénoncer, oser dénoncer pour ne pas être dans le stigmatisme. Il faut aussi sensibiliser en milieu scolaire, puisqu'il y a Oui. beaucoup de filles, de jeunes filles, qui se font aussi harceler et engrosser pendant leur cursus scolaire. On passe la parole à cet autre côté pour 15 minutes, parce que malheureusement, on va être pris par le temps. Sophie, on a déjà... Ok, on y va. On va prendre 3 personnes malheureusement. Hein. Allez-y. Mesdames et messieurs, bonjour. Allez-y. Je suis Mohamed Daïkaba, étudiant en fin de cycle au département langue et civilisation arabe à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, l'Alliance des universités publiques en Guinée. Madame la ministre, selon le Bureau de stratégie et de développement du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, les institutions d'enseignement supérieur déversent sur le marché de l'emploi plus de 21 866 diplômés, dont 5 958 filles chaque année. Seulement quelques-uns arrivent à trouver un emploi. Est-ce que cela ne s'explique pas par une inadéquation des compétences? Bien sûr. Ou est-ce que c'est, mais aussi par les limites de l'emploi dans le secteur public et l'étroitesse du secteur privé qui formelle n'offre que peu d'opportunités d'embauche? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme le Japon en 2015, qui a fermé 26 facs de sciences, des sciences humaines et sociales jugées inutiles parce qu'elles ne sont pas assez productives pour l'économie, pour que les programmes enseignés au sein des universités Tu peux parler dans le micro, s'il te plaît, parce qu'on aient des débouchés directs sur le marché de l'emploi. Parce que chez nous, aujourd'hui, nous constatons qu'au niveau des sciences sociales, les filles sont les plus nombreuses. Maintenant, est-ce que si réellement il y a... Les commentaires, malheureusement, je suis pris par le temps. D'accord, Elle a compris, merci. elle a noté, elle va répondre. Hein? On va prendre... J'ai vu quelques enseignants qui avaient levé la main là. Est-ce qu'on peut prendre quelques enseignants, s'il vous plaît? Elle est enseignante. Oui, des enseignantes, oui, surtout. Voilà, merci. Moi, je suis Cissé Tunkara, directrice de la chaire JAR de l'Université de Sonfonia et enseignante-chercheur. Alors, ce que je voudrais juste demander à Madame la ministre, puisque j'ai aujourd'hui cette opportunité-là, c'est de savoir, est-ce que l'intégration de l'enseignement du genre dans tous les programmes à l'université ne serait pas une solution pour pouvoir promouvoir la question du genre? Puisque nous parlons de l'évolution des femmes dans l'enseignement supérieur, je pense qu'il faut encourager la recherche dans ce domaine-là. Merci. Très bien. Merci beaucoup, madame. Une dernière. Ah, c'est encore un étudiant? Oui. Allez-y. J'aurais aimé avoir une dame, mais bon, bah, allez-y, allez-y. Bonjour à tous. Allez-y. Je reprends au nom d'étudiant David Vous pouvez vous Simon. lever, comme ça on vous voit mieux.
Je disais, je reprends. Et élevez la voix parce que sinon on ne vous entend pas aussi. Je fais la licence 3 comptabilité de management à l'Université internationale collège, communément appelée UNIC. Bon, ma question est la suivante. Monsieur, il a touché un point très très important, ce monsieur, c'est sur la question de l'employabilité. Et il a remarqué qu'il y a des étudiants qui vont vers lui, mais les besoins de son entreprise n'est pas en rapport avec les capacités en fait, de ses étudiants. Donc, j'aimerais demander à Madame la ministre, est-ce qu'il ne serait pas important de faire une assise avec ces entrepreneurs, connaître réellement leurs besoins, en vue d'instaurer ça dans les universités, pour pouvoir enseigner, comme ça, nous allons pouvoir trouver solution à ce problème de l'employabilité. Adéquation, formation, emploi. Ok, très bien, on vous a compris. Et la deuxième question. Il y a une deuxième. Bon, bien sûr. Quelles sont les mesures que pouvez-vous envisager, Madame la ministre, pour les jeunes filles non scolarisées abandonnées aux travaux domestiques, dont certaines commencent les études à l'âge avancé? Très bien. Madame a noté. Oui. Malheureusement, je serais juste obligé de prendre ça parce qu'on est déjà pris par le temps. On me talonne à l'oreille. C'est moi seul qui écoute ça. On a déjà dépassé largement le temps. Mais le débat, il est super intéressant. Et il faut noter qu'on peut continuer aussi le débat à l'extérieur. Elle est là. Elle ne va pas partir en tout cas de sitôt. Elle aura l'opportunité aussi d'échanger avec tout le monde. Madame la ministre, oui, pour les réponses. Alors, les deux questions de l'étudiant de l'UNIC et de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia sur la question d'inadéquation entre la formation et l'emploi. Je pense que je l'ai longtemps parlé ici dans mon intervention. On a fait les JDC en janvier 2022 où on s'est confronté aux milieux socio-économiques, on a redéfini qu'est-ce qu'il faut, on a mis les mots sur les mots, on a fait le diagnostic de l'enseignement supérieur et surtout pour la question d'employabilité. C'était ça, les journées de concertation de l'enseignement supérieur, la finalité, c'était vraiment de sortir de cette inadéquation et c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à lancer la réforme des programmes de formation pour la co-construction des programmes avec le secteur pourvoyeur d'emploi. Donc, les mesures envisagées au niveau de la politique JAR ou des femmes, la deuxième question, l'enseignement du JAR, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'une des recommandations d'ailleurs que nous avons formulées lorsque nous étions aux tribunes des Nations Unies la semaine dernière. C'est qu'au niveau de l'enseignement pré-technique et supérieur, qu'on puisse introduire le programme de JAR dans le parcours, dans les programmes de formation, pour que dès le bas âge, qu'on comprenne qu'à compétence égale, à formation égale, l'homme et la femme se valent. C'est ça l'équité, c'est vers cela que nous voulons partir. Et aussi, il y a la question qui a été posée par l'autre concernant la politique de genre. Est-ce qu'il y a des mesures aujourd'hui prises pour les jeunes filles non scolarisées qui sont utilisées? Oui, pas plus tard que cette semaine, la ministre de la Promotion féminine des personnes, de l'enfance et des personnes vulnérables a soumis un projet de loi, de décret d'ailleurs, sur ces problèmes-là. Donc, c'est porté par la politique de genre de l'État, donc afin de corriger et de prendre en charge ces filles, ces jeunes filles déscolarisées qui sont utilisées en famille. Alors, la dernière question je pense que j'ai parcouru les trois questions en 2 mots. Oui. Voilà. C'était déjà super. Merci beaucoup et je gagne en temps, bien sûr. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission. Maïmouna Diakabi, un dernier mot en quelques secondes et Mohamed également. Un dernier mot en quelques secondes. Avant qu'on passe la parole à madame pour la clôture. Alors moi, j'aimerais simplement dire que le développement de la Guinée ne se fera pas uniquement avec les mines et que ça sera surtout les emplois dans les STEM. Et donc, on sait aujourd'hui que la grande majorité de ces emplois, malheureusement, seront automatisés et que les femmes occupent 70% de ces emplois. Donc, il est important que l'État et en même temps avec tous les autres acteurs, dont les incubateurs, les ONG, puissent repenser le système éducatif pour assurer une meilleure employabilité, une meilleure qualification des femmes. Maïmouna Diakabi, merci. Mohamed Kamara. Et le programme de référence est intérimaire. Je suis économiste de formation, donc, et sachant qu'il n'y a de richesse que d'hommes, plus on mettra dans le capital humain, mieux la Guinée se portera. Il y a des pays qui exportent le savoir aujourd'hui. Je souhaite que les réformes portées par le gouvernement permettent au pays d'exporter aussi le savoir. Savoir. Madame la ministre, vous avez votre caméra qui est juste en face de vous. Dans cette émission, nous vous demandons de vous adresser à vos concitoyens pour le rassurer aujourd'hui. Vos concitoyennes surtout qui ont besoin des réformes et des réformes concrètes. Alors, merci beaucoup. Je voudrais tout simplement vous dire que je suis très honorée
d'avoir eu ces moments d'échange autour de ce plateau sur la thématique femmes, inclusion, innovation, technologie dans les domaines des sciences, de la technologie, des mathématiques et de l'ingénierie. Retenez que je suis pour l'éducation des filles, pour endiguer et réduire les inégalités de sexe, mais également pour l'accès à l'information pour les filles, femmes, dans le cadre de notre autonomisation. Je dis notre parce que je ne suis pas non plus à l'abri, malgré mon poste de ministre ou d'enseignante-chercheur, il y a encore des stigmatisations nous concernant. Donc c'est un combat à tous les niveaux. De l'étudiante à la ministre que je suis, il y a encore du chemin à faire. Et les politiques doivent se décliner afin de faire la problématique de femmes, la problématique du genre dans notre pays une réalité. Aussi aux parents, parce que c'est très important, aux familles, de surtout renforcer le rôle de l'éducation des filles, de démystifier les stéréotypes dans l'accès, mais aussi dans le maintien des filles-femmes qui embrassent les filières techniques. Aux responsables en milieu scolaire, universitaire ou même technique, c'est de repenser le développement des manuels et des programmes de formation en développant, j'allais dire, la question de genre et la question d'inclusion féminine dans le choix, dans l'orientation, mais aussi dans le maintien des filles. Parfois, Hassan Hilal, il ne s'agit pas que de moyens financiers. Tout dépend de la volonté. Et cette volonté, je voudrais vous rassurer, parce que vous avez utilisé ces termes, que nous l'avons et nous la gardons fermement. Avant de terminer ce mois de mars en beauté, je voudrais saluer les étudiantes, mes étudiantes sur l'ensemble du territoire national. Aux enseignantes, je salue votre bravoure, votre courage, votre détermination, mais surtout votre maturité et l'accompagnement dont nous faisons preuve tout au long de cette transition sous le leadership du chef de l'État, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya. Voilà qui est dit, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Le Carré, notre émission de débat grand public qui avait pour invité Dr Diaka Sidibé, que nous aimons tant, que nous chérissons beaucoup, mais pour laquelle nous souhaitons vraiment qu'il y ait encore plus d'action sur le terrain pour ces femmes qui ont besoin d'avoir du chemin devant eux, de voir le bout du tunnel. Sur ce plateau et autour de cette table, j'avais Madame Diakabi Maïmouna, elle est gestionnaire de projet administratif de l'ONG Entreprendre Ensemble et conseillère. Merci. Conseillère. On me l'a dit, j'insiste là-dessus. Mohamed Kamara, lui, est économiste, consultant du cabinet conseil Mokam Consulting. Sur ce plateau, autour de moi, j'avais des étudiants, des étudiantes de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, Kofi Annan, UNIC, UNC et j'en passe. Enseignants, chercheurs, chercheuses, enseignantes, tout simplement, personnel de l'éducation. À tous, je vous dis un grand merci. Et moi et toute l'équipe qui m'accompagne de Joma Media, nous vous donnons rendez-vous très prochainement autour de cette table et autour des questions de développement de notre pays. C'est bien sûr une fois le mois, autour de cette table, le débat est apporté sur les questions de développement. À très vite.